Bonsoir à tous. Je me présente à vous, je suis, voilà, c'est mon nom, Anne Brochard. J'ai l'honneur d'être présidente du conseil d'administration de l'école de design Nantes-Atlantique. Je suis entrepreneuse à Nantes et élue à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est ça qui me vaut cet honneur et j'en suis toujours bien modeste quand je m'adresse en lieu et place de l'équipe de direction, parce qu'il y a ici des équipes absolument incroyables. Voilà, donc je me fais leur ambassadrice, mais voilà, ce sont bien eux qui sont derrière. Donc bienvenue à tous ici. Vous êtes à l'école de design. Alors pour vous présenter l'établissement, c'est l'école de design Nantes-Atlantique. C'est 1800 étudiants aujourd'hui qui font confiance à cette école que la chambre de commerce en fait d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire avait repris il y a plus de 30 ans et confié à la direction de Christian Guellerin qui est derrière vous. Et alors pour vous situer aussi physiquement dans l'espace, vous êtes ici dans un bâtiment de 11 000 m² qui constitue le plus gros investissement pour le design en France depuis 2008. 11 000 m² qui sont dédiés à la créativité, à l'innovation, à l'enseignement du design. C'est un investissement, je tiens à chaque fois à le souligner, qui a été réalisé de concert entre la Chambre de commerce et d'industrie, la région Nantes Métropole et l'Union européenne. Au-delà de ce site, nous avons 5 campus internationaux et on se dote du premier master en design visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, je dis ça parce que je me suis dit que ça faisait des gros chiffres, ça faisait un petit peu presque orgueilleux, paradoxalement, au fait que justement on est très humble devant vous, parce que justement je crois que c'est ce soir qu'on va parler du vrai sujet qui est celui de l'école, qui est de traiter en fait, qui est de l'ordre de l'humanité. Vous êtes ici dans une école humaniste qui est là pour former des designers, pour former au design, considérant que le design est vraiment un levier que l'on considère vraiment stratégique pour transformer les organisations, pour penser les usages, pour penser le mieux vivre ensemble. Et alors on est très fiers, elle est pas là ce soir parce qu'elle est postulante à un prix, mais je crois que Corentin le maître la représente. Alexia Audrin et donc le fauteuil auto que vous avez conçu est une ancienne de l'école. Elle est typiquement l'illustration de ce que l'on essaie de faire, de former des designers, voilà, qui vont porter haut et fort ce qu'est le design, qui vont s'emparer des sujets, proposer des éditions et des productions originales qui vont permettre à des publics, quels qu'ils soient, de mieux vivre. Alors oui, ici, dans cette école, on forme les étudiants à la responsabilité globale. On essaye de faire en sorte qu'ils arrivent à spéculer, à représenter des nouveaux usages. Pour une chose, c'est comment faire pour que les êtres humains, dans ce monde qui est dans un contexte de mutation absolument accélérée, voire un peu vertigineuse, et au moment où les intelligences artificielles émergent, voilà, c'est comment on peut faire pour vivre ensemble, mieux vivre ensemble, dans un monde qui soit soutenable, et toujours en étant, grâce au design, dans une logique d'optimisme et de créativité. C'est vraiment notre responsabilité ici de les emmener vers cette humanité, cette ouverture d'esprit, et puis cet esprit positif. Alors, on a plusieurs labs au sein de l'école. Il y en a un notamment qui porte le sujet peut-être un petit peu plus particulièrement qui est traité ce soir, qui est celui de la fragilité au sens large. Donc, c'est le Care Design Lab. Et plusieurs projets illustrent notamment notre approche. Je voulais en citer quelques-uns parce que ça permet de représenter aussi ce que le design concrètement peut faire auprès des organisations, quelles qu'elles soient, entreprises et organisations public et privé. On a par exemple en ce moment une sensibilisation au handicap, enfin en ce moment même tous les ans une sensibilisation au handicap qui est faite avec l'APF France Handicap auprès des premières années, donc pour tous les designers. Donc c'est dire que dès le départ des cursus, c'est un point qui est intégré à l'enseignement et à la transmission de valeurs qu'on essaye de faire. On travaille avec Toyota sur un véhicule qui soit inclusif pour les personnes à mobilité réduite, notamment en retravaillant l'usage autour du cockpit et puis les interfaces. On a également un projet avec Mobidis, qui est une start-up en fait, qui est aujourd'hui ancrée sur des projets qui permettent d'aider des jeunes qui ont des problèmes 10, donc dyscalculie, dysorthographie, etc. Et puis au niveau européen, alors ça c'est un tout autre projet qui vous donne aussi la dimension. On travaille actuellement sur une collecte d'études de cas en vue des futurs travaux de normalisation dans l'idée du Design for All. Donc je salue Florent qui est
derrière. Florent Orsoni, qui notamment, qui est notre directeur des partenariats et qui préside la Commission européenne de normalisation, voilà, donc qui permet aussi de tirer nos étudiants vers des sujets qui sont voilà, de l'ordre de la politique publique. Donc c'est assez passionnant. Merci beaucoup, parce que je vais faire court, à Julie Joly. Merci à l'Obs et merci à la Massif pour les actions que vous menez et que vous mettez en lumière. Sincèrement, bravo. La fragilité, c'est un thème qui nous est cher et qu'on est ravis aussi d'accueillir et qu'on on est ravis de révéler ce soir. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Corentin déjà et Alexia, franchement, je vous souhaite une fabuleuse aventure entrepreneuriale. Là, c'est mon ADN aussi qui parle. Et que vraiment, ce développement d'auto touche au-delà de son premier public, parce que quand on va vers la minorité, quand on va vers le fragile, en fait, on va vers l'humain en règle générale, et c'est bien ça finalement que vous proposez et que vous avez ouvert jusqu'en Corée, hein, parce que quand même c'est assez extraordinaire cette histoire coréenne avec la série. Donc merci pour ça, parce que voilà, le handicap visible et encore plus parfois invisible, c'est finalement la meilleure leçon qu'on puisse prendre tous, et que le design essaye de servir pour créer ce monde désirable, ce monde soutenable, ce monde plus beau que nous avons envie d'avoir. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci Anne. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Julie Joly. Je ne vais pas être trop longue non plus pour que nos invités, si vous êtes venus écouter, puissent avoir le temps de s'exprimer. Juste un petit mot pour vous dire pourquoi est-ce que l'Obs s'intéresse aux fragilités aussi, et de manière générale, pourquoi l'Obs vient dans les territoires rencontrer ce public, vous, à la fois des lecteurs, des abonnés, des étudiants, des futurs lecteurs peut-être, mais à la limite, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire passer un message, c'est que le journalisme est au service aussi de ceux qui le lisent. La fragilité est un thème qui nous intéresse à l'Obs évidemment depuis très longtemps. C'est l'inclusion, c'est toutes les difficultés que peuvent rencontrer les gens sur le plan social. Et si évidemment post-Covid et surtout en période de grands bouleversements climatiques, la conviction qu'il faut prendre soin de chacun, et je pense aux étudiants notamment, qui ont aussi traversé des périodes de grande fragilité, qui les traversent encore. Je pense aux personnes âgées, aux handicapés invisibles et visibles que tu citais, Anne. Je pense qu'on connaît tous des gens concernés, on est tous concernés. Moi, je suis à titre personnel, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que voisine de personnes qui portent un handicap, et je peux vous dire que j'attendais et j'attends toujours moi ces moments de rencontre pour apprendre. Donc on est tous là pour apprendre ensemble, et on ne pourrait pas le faire, et vraiment je veux insister là-dessus, si on n'avait pas à l'Obs des partenaires qui nous soutiennent pour le faire. On est, vous savez, on est un levier, la presse est un levier, c'est certain, mais un levier fragile. L'économie de la presse est fragile, on ne peut pas tout traiter. Et pour le faire bien, il faut qu'on ait des partenaires comme la Massif depuis de longues années qui nous soutiennent, des partenaires comme des métropoles, comme des villes, et merci à la ville de Nantes pour son accueil, des partenaires comme l'école de design que je connais depuis longtemps, et Christian Gallerin en particulier, qui m'a invité en mars à entendre les projets étudiants, et j'en suis sortie en me disant on va faire des choses pour en parler aussi, parce qu'il y a tous ces gens à mettre en commun. Donc merci à vous tous, à vous toutes de vous être déplacés ce soir. Merci aux intervenants, aux journalistes qui ont fait le voyage aussi, qui doivent partir dans pas très longtemps. Je vous cède la parole. Je vais d'abord passer la parole au premier adjoint de la mairie de Nantes, qui a promis aussi, et je sais que c'est vrai, de faire court. Merci d'être là. Assem Bassé, merci aussi pour votre accueil. Merci à vous d'organiser cet événement, et d'organiser cet événement à Nantes, en particulier ici à l'école de design. Merci de nous accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Bassam Assé, je suis premier adjoint de Johanna Roland, maire de Nantes. Je souhaitais simplement vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui ne sont pas nantais. Vous êtes au moins 3-4 dans la salle. Pour les Nantais, un peu plus. Et puis, en fait, simplement vous souhaiter la bienvenue dans notre ville, et vous dire que le sujet que vous évoquez
aujourd'hui et dans lequel vous allez plonger dans quelques instants avec les invités de ce soir est un sujet qui, nous, ici à Nantes, nous tient à cœur depuis pas mal de temps. Pas plus tard qu'il y a 10 ou 12 jours, on était avec l'APF 44 dans le hall d'accueil en bas pour un certain nombre d'échanges et d'événements autour de la question du handicap. À Nantes, on a 2 sujets importants qui nous tiennent à cœur et qui seront certainement abordés aujourd'hui. Le premier, celui de l'égalité, et on aborde cette question du handicap par le biais de la question de l'égalité, c'est-à-dire que quand on fait en sorte que quelqu'un qui est en fauteuil roulant puisse se déplacer dans l'espace public dans de bonnes conditions, on fait aussi en sorte que un père ou une mère avec une poussette puisse se déplacer dans de bonnes conditions. Un certain nombre d'autres exemples peuvent exister comme ça, et donc on essaye en général, quand on aménage l'espace public, de prendre en compte ce que les associations de personnes porteuses d'handicap peuvent nous dire sur comment améliorer les choses, comment éviter des erreurs que parfois dans le passé on a pu commettre, et comment faire en sorte de ne plus les commettre, et quand on les commet, comment on fait en sorte de pouvoir les corriger. Donc cette question de l'égalité pour nous est extrêmement importante, et cette question du dialogue citoyen, le dialogue avec les habitantes et les habitants de cette ville, qui nous permet de construire à la fois des équipements mais aussi de l'espace public qui soient conçus avec ceux qui vont s'en servir, qui soient conçus avec les citoyennes et les citoyens qui vont s'en servir, et c'est pour ça qu'on parle souvent de dialogue citoyen, dans le sens où les services de la ville et de la métropole, les élus et les citoyens concernés par ce qu'on est en train de mettre en place peuvent se parler, échanger et faire en sorte que par ce dialogue, on puisse aboutir à un produit final, espace public, équipement collectif, politique publique, qui soit bien meilleur, et en tout cas plus efficace du point de vue des usagers, des citoyens qui vont s'en servir. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai tenu à peu près les 3 minutes. Bravo encore pour l'organisation de cet événement. Merci à ceux qui viennent de loin, et merci à vous toutes et tous qui êtes là ce soir. Merci. Merci, bonsoir à tous. Merci, monsieur le premier adjoint au maire, de votre accueil, de vos mots de bienvenue. Effectivement, voilà, il y a une Parisienne et un Lyonnais ici qui viennent visiter Nantes et qui viennent voilà, essayer, comme vous le disiez tout à l'heure, de réfléchir, d'apprendre, comme disait Julie Joly, autour de ce sujet de la vulnérabilité, de la fragilité. Alors, Philippe Mérieux, je pense que vous êtes un certain nombre dans la salle à le connaître déjà. Je vais quand même faire un petit parcours. Je pourrais dire tout simplement que Philippe Mérieux, c'est un professeur en sciences de l'éducation à Lyon, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui a fait d'abord beaucoup de métiers dans l'enseignement avant d'arriver aux sciences de l'éducation, qui a été instituteur, professeur, qui a vu qui a pu observer beaucoup de situations d'enseignement différentes. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit tout au long de son parcours de vie, sur toutes les expériences qu'il a menées, de manière toujours très combative. C'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, et vous allez voir avec toujours beaucoup d'ardeur et de générosité. Il a écrit un dernier livre qui est un très beau titre, qui s'appelle Grandir en humanité, et qui est un dialogue avec un philosophe, Abdelnour Bidar, qui est un philosophe de Lyon aussi, qui est un homme très, très bien et très sage. Donc voilà, vous êtes presque passé du côté des sages, là, Philippe Mérieux, maintenant. Mais vous n'avez pas été toujours très, très sage, puisqu'on se souvient que dans les années 2000, parce que vous portiez certaines convictions sur l'éducation, sur ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle. Hein. Vous êtes le chef de file d'un mouvement de pédagogie qu'on a appelé l'éducation nouvelle. Alors vous n'aimez pas l'image du chef de file, mais vous en avez été un représentant pour nous tous. Vous êtes allé beaucoup dans les radios, sur les plateaux télé, défendre cette idée qu'il pouvait y avoir une autre école, une école différente de celle qu'on vivait notamment à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Vous avez considéré toujours, et ça je pense que c'est important pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes, que la pédagogie c'était une véritable discipline, c'est-à-dire que la pédagogie comme discipline avait un corpus de notions, un corpus d'idées, de concepts dont on pouvait faire l'histoire, qui avait progressé, qui avait régressé, mais en tout cas il y avait quelque chose là d'un corpus idéologique, d'un corpus d'idées, il faudrait dire plutôt, qu'il fallait explorer. Ça veut dire aussi que vous avez considéré que la pédagogie, c'était un champ de recherche. Et cette idée que l'enseignement ne pouvait pas se faire sans science et sans conscience, les deux, ça vous a valu une certaine hostilité. C'est pour ça que je reviens à cette idée qu'au début des années 2000, ceux qui pensaient que l'éducation ne se faisait qu'avec le bon sens
vous ont attaqué. Et on se souvient peut-être, pour certains d'entre vous, des grandes querelles entre les pédagogues et les républicains. Bon, voilà, les choses se sont un petit peu apaisées aujourd'hui, mais vous avez été quelqu'un de très important pour défendre une autre façon de faire l'école. Vous avez d'ailleurs eu des responsabilités auprès des politiques. Vous avez conçu le lycée du XXIe siècle. Vous en avez décidé les grandes orientations au moment où Claude Allègre était ministre. Vous avez été consulté par Najat Vallaud-Belkacem plus récemment. Enfin, on sait que vous êtes quelqu'un d'entendu. Bon, tout ça vous dérange, votre modestie vous honore, mais enfin, on sait bien que vous êtes quelqu'un d'encore très actif. Et d'ailleurs, vous avez publié un petit livre contre les méthodes du ministre Blanquer encore très récemment. Alors, de tous ces combats sur l'école, ce qui va nous intéresser ce soir, celui qui nous concerne ce soir, c'est celui que vous avez mené pour une école de l'altérité. Pour l'école de l'altérité. Vous êtes de ceux qui pensaient que l'hétérogénéité est une valeur pour l'enseignement, et ça ne va pas de soi, on va le voir. Alors ma première question, justement, vous n'êtes pas du tout un spécialiste technique de toutes les mesures qui existent aujourd'hui pour les gens porteurs de handicap dans l'école, mais en revanche, ce que vous savez, si on doit parler aujourd'hui de l'altérité, c'est que la fragilité, la vulnérabilité, c'est une forme de différence que l'école doit pouvoir accueillir. Oui, merci d'abord, merci de m'accueillir, merci de cette présentation. Peut-être à la source, avant même la notion d'altérité, moi ce qui me meut et ce qui m'a toujours mu dans mon travail, dans mon engagement, c'est la notion d'éducabilité. C'est le fait que nul n'est a priori exclu de l'humaine condition. Chacun est appelé, chacune est appelée à partager ce que les humains ont fait de plus grand. Et je n'ai jamais le droit de dire de quiconque qu'il n'apprendra plus et ne progressera plus. Je n'ai jamais le droit de le dire parce que je n'en sais rien, parce que je ne sais pas si j'ai ou non épuisé tous les moyens pour le faire progresser, ou plus exactement parce que je ne sais jamais si j'ai épuisé tous les moyens pour le faire progresser. Et comme je ne sais jamais si j'ai épuisé tous ces moyens, je dois toujours faire le pari, et c'est un pari, de l'éducabilité de chacune et de chacun. C'est un pari quasiment au sens pascalien. Il n'y a rien qui prouve que tout le monde est éducable. C'est pas quelque chose qui relève du scientifique. C'est un pari sur l'humain. C'est un pari que nul n'est exclu de l'humain et que chacun doit pouvoir y accéder. Moi, c'est ce pari qui m'a porté tout au long de mon travail et qui m'a fait, comme vous le disiez, effectivement, être attentif à cette question des différences. Alors, à la fois dans l'enseignement, mais au-delà de l'enseignement, dans la vie sociale et puis chez les enfants et les adolescents en particulier. Alors, quel type de différence ? Une première différence dont on parle beaucoup aujourd'hui, on ne va pas en parler ce soir, mais pour moi, elle est encore extrêmement importante, qui est la différence de genre entre les filles et les garçons. Nous savons aujourd'hui qu'en France, nous avons une école extrêmement inégalitaire de ce côté-là. Les filles ont de bien meilleurs résultats, elles sont bien moins bien orientées, parce qu'on considère que si elles ont de meilleurs résultats, c'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est parce qu'elles travaillent. Et comme le travail en France est considéré comme un défaut et pas comme une qualité, à niveau égal, une fille va systématiquement être plus mal orientée qu'un garçon. Et donc, on dira du garçon qu'il est brillant. On dira du garçon qu'il a des réserves, qu'il est brillant, que c'est un fumiste mais qu'il a des réserves, et d'une fille qu'elle est appliquée mais qu'elle a fait son possible. Et cette inégalité-là est loin d'avoir disparu. Elle fonctionne massivement et c'est un stéréotype qui est constant et contre lequel nous luttons en permanence. Nous luttons en permanence contre ça, mais on a du pain sur la planche encore, y compris parce que l'effet sur les filles est considérable. On les voit, elles rabaissent systématiquement ce qu'on appelle leur niveau d'aspiration, ce à quoi elles aspirent sur leur niveau d'expectation. En master, les filles sont bien meilleures que les garçons, mais il y a beaucoup plus de garçons qui passent l'agrégation que de filles. Parce que les filles se considèrent comme moins capables de passer l'agrégation, elles vont passer le CAPES. Bon, il y a donc une inégalité là sur laquelle il faut continuer à travailler. J'ai peur de la suite, parce que si pour une différence aussi courante que filles et garçons, déjà l'école a du mal à faire son travail de manière égalitaire, quelle est la suite ? Alors ensuite, moi j'ai été très sensible, évidemment, et nous le sommes tous. Moi je suis
quelqu'un qui a vécu à l'époque où on diffusait les idées de Bourdieu, etc., aux trajectoires sociales et familiales. Là encore, les différences sont considérables. Beaucoup d'enfants arrivent à l'école cabossée, et puis beaucoup d'enfants arrivent avec un bagage radicalement différent. On sait qu'à l'entrée en maternelle, certains enfants maîtrisent 600 mots, d'autres maîtrisent 10 000 mots. 600 mots à 3 ans, 10 000 mots. Vous imaginez l'écart que cela représente. Quand on maîtrise 600 mots, on comprend à peine ce que dit la maîtresse. On a du mal à mettre des réalités, y compris sur les consignes qu'elle donne. 10 000 mots, on est quasiment sauvé pour la suite de sa scolarité. Donc là, il y a une différence absolument majeure dans la maîtrise du langage, et on sait que cette maîtrise du langage va avoir des conséquences considérables sur la suite. Bon, ensuite, moi, je me suis beaucoup intéressé, alors ça, c'est un point qui m'a permis d'avancer beaucoup en pédagogie, aux différences de ce que nous appelons les stratégies cognitives. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique. Les stratégies cognitives, c'est la manière dont chacun d'entre nous, nous confrontons à des problèmes et les résolvons avec notre personnalité, notre histoire. Voilà, on les résout d'une manière fougueuse, rapide, on les résout lentement, étape par étape, on les résout en prenant de l'information, en étant tout seul et en se refermant sur soi-même. Il y a une multitude de stratégies cognitives. Et selon un postulat d'un célèbre psychologue américain, Burns, il n'y a pas deux personnes qui apprennent de la même manière. Chaque personne apprend d'une manière singulière, ce qui rend évidemment certaines formes d'enseignement un peu plus difficiles et obsolètes. Alors, cela m'a amené à étudier aussi un certain nombre de formes de handicap. Alors, évidemment, les handicaps physiques, et aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les dysfonctionnements, la multiplicité des dys dont on a parlé tout à l'heure en introduction. Alors, cette attention aux différences, pour moi, et je vais le dire avec beaucoup de simplicité, elle est passée par deux phases. Dans la première phase, je me suis dit, il faut que cette attention aux différences se manifeste très clairement en donnant plus et mieux à ceux qui sont en difficulté. Et je reste profondément convaincu qu'il faut cela. Ça a été dit tout à l'heure, et pour moi, c'est une conviction fondamentale. Et puis, petit à petit, j'ai découvert, et ça a mis un certain temps en moi à émerger, que la polarisation sur la différence pouvait finir par prendre la forme d'un enfermement, et parfois même d'une essentialisation. J'étais dans une classe l'autre jour, on me dit le petit Jules est dyslexique. Évidemment, ça m'intéresse de savoir que Jules est dyslexique. Il va falloir le prendre en charge, regarder avec un orthophoniste ou une orthophoniste, peut-être lui proposer un certain type d'ouvrage, de livre pour s'acclimater avec la lecture. Oui, mais moi, pédagogue, ce qui m'intéresse, c'est que Jules est dyslexique, qu'il adore les mangas, qu'il est très bon goal au handball et qu'il est amoureux d'une fille de la classe. Et quand j'ai dit tout ça, j'ai pas fini de parler de Jules, parce que tout ça, ça n'épuise pas le petit Jules. Et je pense qu'une forme d'attention aux différences en France a été fondamentalement déficitariste, c'est-à-dire a insisté systématiquement sur le fait que la différence était un déficit et sur le fait que la différence devenait finalement une nature. Et cette naturalisation de la différence, moi, m'a amené à dire que le droit à la différence ne pouvait pas être séparé du droit à la ressemblance. Aujourd'hui, je dis... C'est pas un peu antithétique, le droit de la ressemblance et le droit Alors, de la c'est antithétique droit institutionnellement. Dans l'éducation nationale, par exemple, le droit à la différence, c'est on va traiter dans des sections spéciales, avec des personnels spécialisés, les gens qui ont telle et telle difficulté. Le droit à la ressemblance, et on va les mettre tous ensemble. Mais on sait bien que là, ni l'une ni l'autre de ces deux formules correspond. Ce que notre société a du mal à faire, l'école en étant une sorte de représentation en miniature, c'est de conjuguer les deux en même temps. C'est-à-dire de dire, vous avez droit à la ressemblance et à ce titre, vous avez le droit qu'on vous écoute avec vos difficultés. Vous êtes cabossé, vous avez des problèmes, vous avez une histoire compliquée. Elle est sociale, elle est psychologique. Mais
en même temps, vous avez droit à vous reconnaître avec d'autres. Et moi, parmi les plus belles expériences que j'ai eues, en tant qu'éducateur, en tant qu'animateur, c'est, par exemple, participer à des troupes de théâtre où des handicapés mentaux travaillaient et montaient des spectacles de théâtre avec des personnes dites ordinaires. Moi, j'appelle les personnes handicapées plutôt extraordinaires et les personnes normales, je les appelle plutôt les personnes ordinaires, ce qui est une façon un peu de renverser les choses. Eh bien, en faisant une pièce de théâtre avec des personnes extraordinaires, on découvre qu'on a beau être très différents, on partage aussi des angoisses, des espoirs, des émotions, et on participe ensemble de l'humaine condition. Et je pense que pour nos enfants comme pour les adultes aujourd'hui, il est important qu'ils découvrent qu'il y a des différences parfois très lourdes, très difficiles à porter, mais que ces différences ne sont pas des essences, qu'elles n'excluent pas systématiquement et qu'elles n'interdisent pas de se retrouver, de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Je vous dis tout de suite, la société ne sait pas faire ça parce qu'elle oscille entre l'un et l'autre. Elle oscille entre le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Elle peine à tricoter les deux. Et dans l'éducation nationale que je connais bien, on a du mal à associer l'une et l'autre. Oui, bah justement, en fait, on voit bien qu'il y a ce combat pour l'école inclusive et que d'ailleurs le corps enseignant n'est pas forcément hostile a priori. Non, il est très favorable. Il est plutôt humaniste. D'ailleurs, une école exclusive, ça serait... Il n'oserait pas, on n'oserait pas dire des choses comme ça. Mais en même temps, on sait très bien que ça se heurte à beaucoup de complications, que parfois ça se termine dans une bureaucratie terrible et que les enseignants ont beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas assez de moyens à faire en sorte, en pratique, que ce soit possible. C'est-à-dire là, on rencontre aussi quelque chose, vous disiez, la société ne sait pas le faire, la société non plus ne veut pas parfois le faire. Les choix politiques sont-ils au rendez-vous pour permettre que cette école inclusive, qui est notre souhait à tous, je pense... Oui, l'école inclusive, alors c'est intéressant. D'abord parce que la loi fondatrice de ça, elle n'a pas été faite par la gauche, mais par la droite, en 2005. C'est important de rappeler que là-dessus, les clivages politiques traditionnels ne fonctionnent pas parfaitement et qu'on ne peut pas se contenter d'opposer les uns et les autres avec des idéologies trop caricaturales. 2005, c'est une loi essentielle qui donne droit à la compensation pour tous les enfants qui viennent à l'école. Ce droit à la compensation au regard du handicap ou de la difficulté, malheureusement, nous ne savons pas le mettre en œuvre. Et alors, le pire, c'est qu'au moment où nous affirmons ce droit à la compensation, nous commençons à supprimer les institutions qui portaient ce droit à la compensation. Par exemple, les réseaux d'aide et de soutien aux élèves en difficulté, qu'on appelle les RASED, commencent à être supprimés à ce moment-là. Et on va les remplacer par des AESH, vous connaissez bien la situation, dont la situation financière est quand même très compliquée. Une AESH à mi-temps, c'est 600 € par mois, 650 € par mois. On peut vivre difficilement avec 650 € par mois. Je connais des AESH qui courent après la petite heure supplémentaire pour ne pas aller au Resto du Cœur. Il faut le dire aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Et il n'y en a pas assez. Et alors, on a vu récemment quelque chose d'extraordinaire, d'extravagant. On a vu le ministère de l'Éducation nationale accréditer des AESH formés et rémunérés par des entreprises privées. C'est-à-dire que si vous êtes un parent qui avait les moyens, vous pouvez rémunérer vous-même votre AESH et la faire former par une entreprise privée. Et elle a le droit, au même titre que les autres, d'aller aider votre enfant dans sa classe. Sauf qu'elle a été formée, elle est bien payée, parce que c'est les parents qui ont les moyens de former, de payer, et qui se débrouillent là, alors que les autres ne l'ont pas. Et qu'il nous manque aussi beaucoup d'AESH. Alors les enseignants, les professeurs, ils ne demandent qu'une chose, c'est cette inclusion. Ils souffrent. Ils souffraient déjà du fait que l'école reproduit les inégalités sociales. Ils souffrent du fait que l'école ne sait pas prendre en compte cette différence et créer en même temps du commun avec ceux et celles qui sont différents. Alors, ils font comme ils peuvent.
et dans le meilleur des cas, ils se débrouillent, ils organisent la classe, ils utilisent quelque chose de très précieux qui est l'entraide entre élèves. Quelque chose que vous avez toujours défendu. Oui, parce que ça aide tout le monde. Quand moi j'ai une expérience vraiment très extraordinaire, j'habite Lyon, donc et à côté de Lyon, il y a des banlieues comme Vénissieux, Vaux-en-Velin, avec des garçons un peu compliqués parfois là-bas, surtout des garçons. Vous savez que les garçons en difficulté sont majoritaires, c'est à peu près le même pourcentage que les hommes en prison, 95%. Et une des choses les plus fantastiques, ça a été de donner à des adolescents qui étaient à la limite de la délinquance, la responsabilité d'accompagner un enfant en situation de handicap. Leur donner cette responsabilité. Pas toute la journée, pas tout le temps, mais pour telle activité, pour telle sortie. Et ça, c'est formidable, parce que ça ne fait pas qu'aider l'enfant porteur de handicap, ça responsabilise et en même temps, ça donne à celui qui l'aide ce sentiment de cette humanité fragile dont parlait Madame tout à l'heure, qui est le sentiment d'empathie fondateur, comme le dit la philosophe Martha Nussbaum, de toute démocratie. Reconnaître l'autre comme un soi-même et soi-même comme un autre, comme le dit Ricoeur. Ça, c'est fondamental. Les enseignants aimeraient beaucoup faire ça. Ils aimeraient, mais l'institution, et en particulier ce que nous appelons la forme scolaire, elle bloque quand même beaucoup. Oui, la forme scolaire, c'est la forme héritée aussi de toute une histoire française. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. On sait qu'en France, l'école, c'est pas une tête au-dessus de l'autre. Tout le monde se ressemble. Pour reprendre votre expression, droit à la différence, droit à la différence. Voilà. Là, on est quand même sur une forme, en France, sur un patrimoine historique, sur une conception de l'école qui nous rend peut-être encore plus difficilement accueillants. Absolument. Et cette conception, elle ne date pas de Jules Ferry. Jules Ferry, c'est la laïcité et la gratuité. La forme scolaire telle que nous la connaissons, je ne veux pas voir une tête qui dépasse, ça date de Guizot. Guizot qui n'était ni républicain ni démocrate. Et Guizot qui, en 1830, interdit ce qu'on appelait l'école mutuelle pour imposer le modèle simultané qu'il emprunte à Jean-Baptiste de La Salle et aux écoles catholiques. Qu'est-ce que c'est que ce modèle simultané ? Il est très simple. Ça consiste à dire une classe sera de toute éternité composée de 24 à 40 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps sous l'autorité de l'enseignant. Et c'est tellement entré dans les esprits aujourd'hui que cette idée qu'une classe sera toujours composée de gens du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps sous l'autorité d'une personne, ça devient pour beaucoup de gens l'équivalent de l'école. Et comme ça s'est passé au moment où nous étions particulièrement colonisateurs, les années 30, c'est les années où nous commençons à aller coloniser le monde, eh bien nous avons exporté ça un peu partout. Nous avons exporté en Afrique, nous avons exporté en Asie, où nous avons éteint d'autres manières de transmettre l'arbre à palabre en Afrique, le vol des connaissances en Asie, etc., etc., pour organiser cette espèce de système basé sur le droit exclusif à l'obéissance et à la ressemblance, et qui ne parvient pas à se sortir de ça. J'ai dit tout à l'heure en introduction, articuler ressemblance et différence. Je pense que ce serait possible. Plutôt qu'une école inclusive à 100%, on pourrait parfaitement imaginer une école dans laquelle il y a des activités faites pour toutes et tous, et à côté des activités ciblées en fonction des difficultés des élèves. Mais ça voudrait dire qu'on casse la boîte. On casse la boîte à chaussures. On organise les choses un peu différemment. Et ça, en France, on ne sait pas bien faire. On a du mal à le faire, alors que d'autres pays le font plutôt beaucoup mieux que nous. Merci Philippe Mérieux pour cette amorce de discussion, pour ce début de soirée qui va se continuer avec mon collègue Arnaud Gonzague et les tables rondes. J'aime beaucoup cette idée de casser la boîte à chaussures. Ça va être quelque chose que vous allez pouvoir reprendre, puisqu'ici en plus on est dans une école de design. Donc voilà, casser... Il y a beaucoup de choses à faire en architecture et en design scolaire. Voilà, beaucoup de choses à casser, beaucoup de choses à reconstruire. Merci beaucoup. Je rappelle votre dernier livre, Grandir en humanité, qui a ce si beau titre, est paru aux éditions Autrement. Merci à tous.
On va casser la baraque, bien sûr. Alors, je ne vais pas tout de suite casser tout. Avant la petite table ronde, la belle grande table ronde que je vais avoir l'honneur de vous présenter, nous avons une vidéo du ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui nous a laissé un témoignage vidéo. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, je suis très heureux de participer à cette conférence, première du cycle que vous avez choisi d'organiser. Aujourd'hui, en tant que ministre de toutes les solidarités, comme hier, en tant que directeur général de la Croix-Rouge française, je porte la même conviction. Les droits fondamentaux de chaque personne doivent être respectés. Porter un handicap, c'est l'affaire de tous. Ce n'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, mais ça pourrait l'être demain. Peut-être accompagnez-vous quelqu'un dans cette situation ? Et même si vous n'êtes pas directement concerné, vous avez tout à gagner à revoir vos représentations du handicap. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'adapter la société à la marge ou même de renforcer l'inclusion. Il faut penser notre société à partir des forces et des différences de chacun. Je crois profondément à cette approche native de l'inclusion. Chaque créateur d'outils, de lieux ou de programmes doit se poser la question de l'accessibilité de ce qu'il fait. Tout le monde y gagnera, et pas seulement les personnes directement concernées. Cette vision, c'est aussi un formidable levier d'innovation et donc de création d'emplois et de services. Il y a quelques semaines, nous avons réuni la grande conférence nationale du handicap autour du président de la République. Le cap que nous avons défini pour les 3 prochaines années est simple. Premièrement, assurer l'effectivité des droits fondamentaux. Deuxièmement, accélérer l'accessibilité de tout à tous. Et troisièmement, renforcer la participation et la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. Ce cap et les mesures que nous prenons, nous les avons définies avec les personnes concernées elles-mêmes. Nous avons besoin de leur expertise pour prendre les bonnes décisions. Nous avons besoin de penser avec elles pour renforcer leur capacité d'autodétermination, c'est-à-dire de faire leur propre choix de vie. Tenir ce cap et respecter les droits fondamentaux, c'est changer le quotidien des personnes. C'est pouvoir aller à l'école, c'est pouvoir travailler, c'est pouvoir circuler, c'est pouvoir pratiquer les activités sportives ou culturelles de son choix, c'est tout simplement pouvoir vivre pleinement. Depuis 2005, nous avons parcouru du chemin pour la scolarisation, pour l'accès à l'emploi, pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et l'accès aux droits, mais nous devons regarder le chemin qui reste à parcourir. Je crois à la société-providence, c'est-à-dire à la résolution des grands défis par la mobilisation de l'ensemble de la société. Sur le handicap, comme sur tous les grands sujets qui doivent structurer notre cohésion nationale, nous devons revoir notre logiciel autour de cette nouvelle approche. Votre conférence y contribue et je vous souhaite des échanges passionnants. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Les échanges seront passionnants, n'en doutons pas. J'appelle sur ce plateau, Jean-Marc Saint-Jour, Laure Delaire et Lou Méchiche. Venez vous installer. Lou Méchiche, et vous venez avec votre chien, du coup. Eh bien, installez-vous. Voilà. Pita, c'est ça, hein? Et Pita ou Pita? Pita tout court, mais c'est un mâle, bien qu'il y ait un nom dégenré. Eh bien voilà, merci à tous. Nous poursuivons donc cette soirée autour de la question du récit sur le handicap. Comment faire évoluer le récit sur le handicap, parce que c'est aussi une question de récit, le handicap. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à ce plateau, alors je vais commencer par vous, Laure Delaire, bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de l'engagement à la Massif. Vous êtes notre partenaire pour ce soir, on l'a dit. Et avec vous, nous allons parler de HandiSurf, dont vous êtes partenaire, et plus largement des engagements de la Massif pour se mettre à l'écoute des vulnérabilités au sens large. On verra. Lou Méchiche, bonsoir. Vous êtes la personne qui accompagne donc Pita sur ce plateau. Vous avez 17 ans. Vous êtes venu de Bordeaux, ici avec votre papa. Et vous êtes, faut le dire, je ne sais pas si les gens le savent, mais s'ils ne le savent pas, ils vont être étonnés. Vous êtes vice-championne du monde en équipe de parasurf. Voilà. Eh oui, voilà. Bravo. Voilà. Et vous nous expliquerez comment on surfe quand on est comme vous, malvoyante depuis l'enfance. Jean-Marc Saint-Jour, bonsoir.
Vous êtes directeur et fondateur de l'association nationale Handisurf, qui est un projet que vous avez fondé il y a 15 ans maintenant, où c'était beaucoup encore plus novateur qu'aujourd'hui, il y a 15 ans, et qui s'étend aujourd'hui dans 7 pays. Voilà, et on en reparlera. Mais évidemment, ma première question, je suis désolé, je suis un journaliste, je suis obligé de me tourner vers vous, Lou Méchiche, les performances sportives, l'actualité sportive, tout ça. Je rappelle, donc, vous êtes bordelaise et vice-championne du monde en équipe de parasurf. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la différence entre une épreuve de surf et une épreuve de surf pour une personne comme vous, malvoyante? Comment, voilà, c'est quoi la différence? Alors la différence, après ça dépend de l'handicap, mais pour ma part, c'est que on va avoir quelqu'un qui est dans l'eau avec nous, donc notre binôme, et qui va être à 3 mètres de nous, parce qu'il faut 0 contact avec la planche, sinon ça nous élimine notre meilleure vague. C'est de la triche. Et ouais, un peu. et en fait, elle nous décrit absolument tout. Donc en fait, c'est mon chien guide, mais dans l'eau. C'est ça. Donc elle vous décrit tout, concrètement, elle vous dit attention, la vague va arriver, il faut... Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas voir venir la vague, donc comment ça se passe? Je suis désolé, hein, c'est des questions techniques un peu, mais c'est quand même... Moi, j'ai cette curiosité de savoir comment ça marche. Du coup, en fait, tout ça, elle me décrit tout. Donc, elle va me dire, là, commence à te retourner, il y a une vague qui va arriver, commence à ramer, accélère, la vague, elle est vraiment proche. Et puis moi, après aussi, je me débrouille avec mes autres sens. Donc, par exemple, je vais sentir que ça commence à tirer, donc je sais que la vague se rapproche. La mousse, quand je l'entends revenir sur la gauche, je sais qu'il faut que je me replace, par exemple, vers la plage. Enfin, ce genre de choses-là. Vous entendez la mousse arriver, ça c'est très fort. C'est très impressionnant. Et donc l'épreuve à la fin, vous êtes noté par un jury, c'est ça, qui juge, évidemment la qualité de la vague, enfin la taille de la vague, j'imagine, mais aussi la qualité de la prestation, un peu comme au patinage artistique. C'est ça le principe. C'est à peu près ça en fait. C'est donc il va juger la longueur de la vague, quelle est la longueur en fait qu'on a faite. Et après, si on a fait des figures, si on a manœuvré, enfin ce genre de choses là en fait sur la vague. Il faut épater le jury, vous m'avez dit au téléphone, voilà, on a préparé, c'est l'idée d'épater le jury, donc vous allez être épaté. On a envie de savoir comment vous avez découvert, parce que je rappelle, enfin je ne le rappelle pas, j'explique que vous êtes en fait, donc, vous êtes atteint de déficience visuelle depuis l'enfance, c'est pas de naissance, parce que vous étiez toute petite, quoi. Donc vous êtes née avec la vue. Comment vous avez découvert le surf? Parce qu'on se dit que c'est pas forcément le sport vers lequel on se tourne quand on est malvoyante. Alors pourquoi le surf? Alors en fait, moi j'avais vu mon grand frère qui surfait et qui m'en parlait comme moi j'en parle aujourd'hui. Et que je me dis, mais ça doit être incroyable le surf pour quand même qu'il en parle comme ça. Et moi, à cette époque-là, j'ai dû attendre parce qu'avec mes chimiothérapies, je pouvais pas. Parce que surfer. votre déficience visuelle vient d'un problème lié à un cancer. C'est ça. Et du coup, j'avais des chimiothérapies et l'équipement qu'on a fait que je ne pouvais pas aller dans l'eau. Donc, dès qu'on me l'a retiré, dès que c'était fini, j'ai couru à l'eau. Et puis après... et vous êtes devenue vice-championne après. fini. Donc, vous avez mis 10 ans. Il y a quand même 10 ans d'entraînement et de travail derrière. On n'y arrive pas comme ça, bien sûr. Peut-être important de préciser que vous avez été aidé dans cette démarche aussi. C'est que vous avez été aidé notamment par une association. Alors, je suppose qu'elle est bordelaise ou pas très loin de Bordeaux, l'association, c'est ça? Oui, ça, et de Lacanau. Elle est à Lacanau, c'est ça? Alors, cette association, elle vous a permis de réaliser votre rêve. C'est-à-dire, si cette association n'avait pas été là, c'est pas Handisurf, c'est une association qui était avant. Si cette association n'avait pas été là, vous n'auriez pas pu réaliser ce rêve, ou peut-être plus difficilement. Plus difficilement, ouais. Ça aurait pris peut-être un peu plus de temps, mais, Vous seriez arrivé quand même. ils m'ont facilité la tâche, on va dire. C'est ça, vous facilitez la tâche. Très bien. Comment vous vous entraînez aujourd'hui? Parce qu'il faut rappeler donc, parce que là on a rappelé votre palmarès, mais il y a le palmarès à venir, l'actualité toujours. En novembre prochain, il y a donc les championnats du monde de parasurf qui se situent à Los Angeles. C'est ça. C'est quand même très classe. Et donc vous visez la première marche du podium. Voilà. Alors là, on croise très fort les doigts pour vous, évidemment. Comment vous vous entraînez concrètement là, dans les mois qui nous séparent de novembre? Donc, au niveau du surf, comme j'ai dit, que je sois tout le temps accompagnée, parce que sinon, je prends aucune vague, c'est n'importe quoi, et donc c'est assez compliqué.
parce que faut que les personnes soient disponibles, des financements si possible aussi, donc ce genre de choses-là. Le surf, tout dépend de la disponibilité de mes binômes et des conditions, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, on n'a pas trop de vagues. Il n'y a pas beaucoup de vagues en ce moment à la Cano. Ouais, c'est un peu compliqué. Et après aussi, je m'entraîne dans une salle de sport, donc le plus possible. Là, vous vous musclez, on voit vous êtes baraqué comme c'est pas possible, c'est incroyable. Ce molosse que vous êtes, incroyable. Non mais je plaisante, mais vous vous entraînez combien d'heures par semaine, mine de rien? À la salle, j'essaye au moins 8 heures par semaine. Voilà. Alors, on la ramène pas. 8 heures par semaine à la salle, messieurs, dames. Voilà, bravo. Ah, il y a Pita qui en a marre déjà. Bon, alors, on a dit la salle, peut-être qu'il se dit que c'est le moment d'y aller. C'est tout simplement. Et puis après, il y a grande nouvelle. Je vais passer au pôle espoir, donc en sport-études. D'accord. Où là, du coup, il y aura encore plus d'entraînement. Wow. Ça va être trop bien. Vous allez pouvoir parfaire votre addiction au sport. D'accord. Mais ce qui est formidable, donc on croise tous les doigts, hein, bien sûr, Lou, pour ce championnat en novembre à Los Angeles. On sera tous fébriles. Jean-Marc Saint-Jour, je rappelle donc que vous êtes fondateur il y a 15 ans d'une association qui ne s'appelait pas encore Andy Surf, mais qui s'appelle maintenant Andy Surf. Je crois que j'ai l'impression que on est tous. L'exemple de Lou nous édifie, nous enthousiasme, j'ai envie de dire, nous élève. Voilà. Est-ce que c'est pour arriver à ce genre d'exemple que vous avez créé Andy Surf aussi? C'est-à-dire, en 2008, quand vous créez, vous imaginez à un moment, en donnant la chance notamment à des enfants, mais pas que des enfants porteurs de handicap, mais notamment à des enfants porteurs de handicap, vous imaginez que vous allez, comme ça, encourager des champions, des championnes? Ou c'est pas l'idée au départ? Ah non, c'est pas du tout l'idée au départ. Pas du tout l'idée au départ. Au départ, quand on me voit maintenant, on ne peut pas imaginer, mais j'ai connu les compétitions de surf. Voilà, j'avais arrêté. Les compétitions, ça m'intéressait plus. Les parents de compétiteurs ne m'intéressaient plus non plus. Ah oui, d'accord. Et le jugement non plus, parce que j'ai été aussi juge international de surf. Donc j'écoutais. Vous avez été épaté, vous aussi. J'écoutais ce que disait Lou. T'as pas dit de bêtises, c'est bien. Et donc du coup, non, c'est pas du tout pour ça. En fait, au départ, en 2008, c'est un pote à moi qui regarde la télé, qui voit des enfants autistes surfer au Mexique, et qui me dit: Jean-Marc, on va faire surfer les autistes. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est ça. Non mais comme quoi, hein, toutes les bonnes idées viennent de partout. Donc un documentaire mexicain qui montre des enfants autistes en train de faire du surf et vous vous dites, bah voilà, c'est une super idée. On est en 2008, c'est comme ça que vous créez l'association. Des vagues et des enfants d'abord. Des vagues et des enfants, ouais. Mais en fait, quand il m'a dit ça, j'ai fait: waouh, c'est quoi des enfants autistes? Oui, c'est ça, vous n'aviez pas de compétences, de connaissances même. J'avais zéro compétence, j'en parlais tout à l'heure avec un monsieur d'ici, de l'Institut. Et en fait, je travaillais chez Dassault Aviation. Je plantais des rivets. Et comme quoi. Mais bon, j'étais président de club de surf. Ça fait très très longtemps que je suis dans le surf. Et j'ai dit, ok, je veux bien. Il faudra d'abord trouver des enfants. Et puis là où on s'est heurté à beaucoup de choses, c'est que personne ne nous faisait confiance. Des surfeurs qui allaient prendre des enfants autistes et les faire surfer, je vous promets qu'en 2008, c'était pas bien vu. On ne faisait pas spontanément confiance aux surfeurs, vous voulez dire? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que dans l'imaginaire des gens, et surtout des plus âgés, on reste des fumeurs de pétards, alors que pour la plupart, on ne fume pas du tout. Donc voilà, c'était assez compliqué. Et puis, 2008, on accueille 3 enfants. 2009, toutes les instituts, toutes les IME, tout ça qui était à côté de chez nous, qui nous avaient refusé. Institut médico-éducatif. Oui, excusez-moi. Tous les IME donc, nous ont refusé en 2008 d'amener les enfants. Ils sont tous venus. En 2009, là, il y avait tout le monde. Et puis petit à petit, on s'est retrouvés avec, de 2008 à 2011, plus de 500 jeunes autistes qu'on a accueillis. Et puis en 2012, en fait, je suis parti me former. Alors, j'écoutais attentivement ce que monsieur disait tout à l'heure.
effectivement, l'école à l'époque n'était pas inclusive. Les dyslexiques, comme moi, n'étaient pas forcément bien vus et plutôt mis au rebut. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais je vais me former. Je me forme. Et là, j'ai compris que si les profs de surf n'accueillent pas, et je pense que on pourrait transposer ça à l'éducation nationale, si les profs de surf n'accueillent pas, c'est qu'ils ont peur d'accueillir parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés pas à donner des cours de surf, ils ne sont pas formés à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et donc, pendant cette formation, j'ai créé HandiSurf. J'ai monté une formation moi-même qui a été développée pour les profs de surf. Vous avez donné les moyens aux autres, voilà, vous n'êtes pas simplement formé vous avez donné les moyens aux autres d'apprendre à le faire, parce qu'effectivement, vous étiez sur un terrain quasiment vierge, on peut dire, à l'époque. Ah ben, il y avait rien qui était fait. Il y avait des petites actions qui étaient faites à droite à gauche, comme nous avec des vagues et des enfants, mais il n'y avait rien qui était vraiment bien ficelé, bien professionnalisé. Donc je monte cet assaut, je monte cette formation. Cette formation, de suite, elle a plu. L'association devient une association nationale qui œuvre pour la fédération, pas de la fédé, mais pour la fédération. Et plus simplement pour l'autisme, mais pour tous les genres de handicap. Pour tous les types de handicap. Parce que là, j'ai été formé en fait à tous les types de handicap, que ce soit mental, psychique, moteur ou sensoriel. Et puis petit à petit, on a, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que j'étais dans le surf. Donc tous les clubs de surf m'ont envoyé des gars en formation. Et puis les structures privées ont commencé à envoyer des gens. Et puis grâce à des partenaires comme la Massif, nous avons pu former plus de 500 personnes depuis 2012, 500 éducateurs, plus de 200 bénévoles, donc dans 7 pays. On a labellisé 165 structures sur toute la France. La plus proche ici, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et on a en fait essaimé sur le territoire français le modèle de l'Association nationale HandiSurf dans des structures indépendantes juridiquement et financièrement, ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite, parce que quand vous avez une masse salariale importante, ça met beaucoup plus d'inertie. Donc voilà, comme avant d'être chez Dassault, j'étais à mon compte, je savais que le salariat, c'était un peu compliqué. On imagine qu'à chaque type de handicap, il y a un genre de planche particulier, parce qu'on ne fait pas la même chose, évidemment, avec une personne atteinte de tétraplégie, une personne malvoyante, une personne qui a une déficience intellectuelle. Comment on arrive à s'y retrouver, si je puis dire, à créer à chaque fois un accueil adapté? Alors, c'est adapté. Le maître mot, c'est s'adapter à la personne. Toute personne, qu'elle soit en situation de handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique, elle ne se rassemblera pas dans un même handicap. Elle ne va pas avoir les mêmes facilités à monter sur une planche ou à surfer à genoux ou coucher sur une planche. Puisque si on parle de tétraplégie, forcément, ils vont surfer allongés sur la planche, poussés par un binôme. Là, contrairement à Lou, ils ont le droit de s'approcher et de pousser. Oui, c'est mieux. Donc voilà, mais on va adapter des planches basiques. On va adapter des planches de surf en mousse. On va mettre des cales, on va bidouiller, on va faire de l'assemblage et du design. Et en fait, on fait de l'assemblage et tout bêtement, on arrive, suivant les types de handicap, à trouver des idées qui nous permettent d'amener ces personnes en situation de handicap à se faire plaisir dans l'eau. Et si vous m'avez posé la question, parce que j'arrive à la première question que vous m'avez posée, pourquoi on arrive à la compétition après? Ah ben oui, c'est ça. En fait, tout ce temps qu'on a passé dans l'eau, tous ces gens qu'on a pu accueillir, puisqu'aujourd'hui on accueille entre 3500 et 4000 personnes par an, en fait, sur certains, ils voulaient se dépasser et aller en compétition. Et en 2015, l'International Surfing Association décide, mais alors, on ne sait pas d'où ça sort. Ils ont regardé un documentaire mexicain, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Décide un championnat du monde de parasurf. d'HandiSurf à l'époque, ça s'appelait. Parce que le parasurf n'était pas encore reconnu dans le sport en France. Et j'ai fait, waouh, ok, ben on y va. On prend une frange de la population qu'on accueillait, qui avait envie de se dépasser, a envie de partir à San Diego, en Californie. C'est toujours en Californie. Bah oui, c'est ça. Ça fait un peu rêver. Vous avez envie de se dépasser. Hein. Ça tombe bien, ça coûte pas cher en plus pour y aller. Et donc du coup, j'ai dit, bon, ok, on y va.
On finit première nation, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de résultat par équipe. Dommage. Et puis ensuite, tous les pays ont commencé vraiment à élaborer des choses. J'ai aidé 2-3 pays avec ma formation à travailler sur l'accueil. Et nous, on a commencé à travailler, en fait, là, je vais dissocier mon rôle de l'Association nationale Le Handisurf. deuxième Jean-Marc qui apparaît devant vous, sous vos yeux, magique. Et le deuxième Jean-Marc apparaît. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis aussi président délégué de la Fédération française de surf. Je suis en charge de tout ce qui est social. Donc, handicap, insertion, santé, écologie. Et en charge des disciplines parasportives et sélectionneur des équipes de France. Donc, si Lou est parmi vous aujourd'hui, c'est ça. C'est parce que vous avez c'est que je l'ai repéré quelque part à un moment donné. Et donc voilà. Donc c'est là 2015, on dit bon ok, on va développer un circuit national. Donc on va amener des jeunes à surfer un peu plus souvent. On va aller les repérer dans les endroits où ils sont. Donc elle vous a parlé de l'association Bordelais Sea Surf à la Cano où je la repère. Et ensuite, petit à petit, on commence à accueillir des jeunes. Ça a été la plus jeune sportive en 2020 à rejoindre l'équipe de France. On n'avait jamais eu de mineur jusque-là. Donc en 2020, on rejoint l'équipe de France. Maintenant, elle est plus vieille, donc il y a une plus jeune encore qu'elle. Et donc, du coup, on a amené petit à petit ces gens à se dépasser. On a ouvert des centres d'entraînement. On a monté des sections sportives. On a validé cette année en section sportive pour l'espoir la première athlète, Lou Méchiche, à rejoindre cette section sportive. Parce que là, on a parlé d'inclusion tout à l'heure. Moi, quand je parlais d'inclusion il y a 15 ans, on me rigolait au nez, on me disait qu'il fallait parler d'intégration. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Ben, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas besoin de parler ni d'intégration ni d'inclusion, mais plutôt de vivre ensemble. Et en fait, petit à petit, on a amené ces gens à se dépasser. Lou a eu la chance d'avoir plusieurs éducateurs, plusieurs binômes qui étaient en stage et en formation handisurf. Donc, je filais les heures aux gars et Lou allait travailler avec eux. Elle a longtemps surfé avec le Lacano Surf Club. Dernièrement à l'Oléron Surf Club. Et là, ben voilà, nous on est très heureux de l'avoir arrivé. J'ai envie de dire bravo Handisurf, bravo aussi, merci beaucoup. Merci à la Massif de nous accompagner. Et ben justement, je vais passer, la transition est parfaite, je vais passer le micro maintenant. Je me tourne, bravo. Je me tourne vers vous, Laure Delair. Je rappelle que vous êtes directrice de l'engagement à la Massif. Comment en êtes-vous arrivé à la Massif à développer justement ce partenariat très concret avec Handisurf? Alors bon, quand vous voyez Jean-Marc, on comprend tout de suite qu'on a envie de l'aider, de l'accompagner. Mais comment ça s'est passé concrètement? Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe sur le terrain. Non, c'est vrai, la question est intéressante parce que après tout, on pourrait se dire le monde du surf et le monde du premier assureur auto, c'est pas très naturel. C'est ça. Et pourtant, ça s'est fait très naturellement. Et grâce à Jean-Marc, et puis surtout grâce au projet, parce que c'est vrai que la Massif, c'est un assureur, mais c'est aussi une mutuelle, avec un socle de valeurs qui est un socle de valeurs important et qu'on partage avec Handisurf. C'est déjà quelque chose d'important pour nous. Dans ces valeurs, effectivement, il y a cette idée, alors je ne vais pas dire inclusion, je vais dire vivre ensemble, mais il y a toute cette idée de solidarité, de vivre ensemble, cette idée aussi de proximité, de territoire, parce que le partenariat, il est né aussi dans le territoire, en proximité. C'est l'idée que la Massif est, par son organisation, particulièrement attentive, on pourrait dire. Elle a des petites oreilles comme ça sur le terrain, des radars un peu plus efficaces que si elle était très centralisée, quoi. C'est ça, vous êtes très décentralisé en fait. Complètement, en fait. C'est l'idée que finalement les grands projets, ils naissent d'abord quand on est à l'écoute, au plus près des personnes et au plus près des territoires. Et puis surtout, on a été bien aidés quand même dans cette affaire, puisque le partenariat avec Handisurf, il nous vient de nos skippers massifs, en particulier d'un, qui était François Gabard. Et finalement, il y a ces univers-là qui se sont réunis entre ce socle de valeurs, de vivre ensemble, et puis cet engagement sur la mer. Et en fait, tout ça est devenu cohérent. Mais moi, si je peux me permettre aussi une remarque, ce qui m'a aussi touchée dans le partenariat avec Handisurf, c'est toute la démarche de l'association que j'ai trouvée très similaire à celle qu'on portait aussi à la Massif. Parce que dans le partenariat, en 2019, quand il arrive, en tout cas au niveau national,
Il y avait aussi dans le partenariat cette maison des aidants à Bayonne. On n'en a pas parlé. Parlez-en. Mais c'est un lieu qui est extrêmement important et qui a été important pour nous. Alors c'est un lieu, alors, tu me contrediras Jean-Marc si je dis trop de bêtises, mais qui est un lieu de partage, qui est un lieu d'échange, qui est un lieu où l'ensemble des handicaps se côtoient. C'est un lieu de répit aussi pour les aidants, et c'est un élément qui est important. Et puis c'est un lieu, et c'était noté dans le projet, et moi ça m'a beaucoup interpellée, qui est un lieu de co-construction du projet associatif, du projet sportif. L'idée qu'en fait, on fait ensemble toutes les parties prenantes réunies. Avec les gens tels qu'ils sont et non pas selon des plans pensés dans des bureaux. On fait avec les gens tels qu'ils sont et leurs besoins sur le terrain. Exactement, avec le réel. Et ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire de la Massif et à la naissance de tout ce programme sur le handicap, parce que il y a plus de 20 ans que la Massif elle est engagée sur le champ du handicap. Enfin, en réalité, on pourrait remonter plus loin si on prenait l'association des accidentés de la route, etc. Mais disons que le programme Massif Égaliste tel qu'il existe là, il est né il y a plus de 20 ans. Et en fait, il est né dans une assemblée générale, puisque donc, la Massif est une mutuelle. Nous n'avons pas d'actionnaires. Et nos actionnaires, c'est nos sociétaires, en fait, qui élisent leurs représentants à l'assemblée générale. Et dans une assemblée générale qui n'était pas en Californie, mais qui n'était pas très loin, puisqu'elle était dans la grande région de Centre-Ouest Atlantique à l'époque. Dans cette assemblée générale, une sociétaire déléguée se lève la main et dit moi, tout ce que vous proposez, la Massif, c'est super, mais moi, je suis sourde et j'y ai pas accès. Et là, c'est un élément déclencheur. Et finalement, la Massif s'organise pour mettre autour de la table toute cette communauté de sociétaires, de salariés, de délégués, sourds et malentendants. C'est cette personne unique, toute simple, dans son vécu à elle, individuel, mais évidemment, qui vous a fait comprendre qu'il y avait effectivement peut-être des lacunes pour s'adresser à des publics vulnérables. Exactement, qui se saisit en fait d'un espace démocratique qui est celui que permet la mutuelle, pour pouvoir faire bouger les choses. Et alors depuis, il y a pas mal de choses qui ont bougé. La Massif, elle a été en effet la première à former des conseillers à la langue des signes. Donc c'était Massif Sourd et Sourdline. Donc c'est les premières actions, adapter ses agences, assurer les chiens guides d'aveugles. Oui. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été proposées. C'est quoi les conseillers à la langue des signes ? Les conseillers formés à la langue des signes. Les conseillers formés à la langue des signes, c'est-à-dire c'est des employés de la Massif c'est des gens qui vous répondent sur vos contrats d'assurance, qui vous orientent, mais qui sont formés à la langue des signes. Et donc les sociétaires qui sont sourds et malentendants sont orientés vers ces conseillers. Et puis par des systèmes de visio, etc., on discute. Mais de la même manière, on avait traduit tous nos contrats en braille ou en caractère agrandi ou en audio pour les rendre accessibles. Donc il y a eu pas mal de choses en fait en 20 ans qui se sont passées. Mais tout ça, c'est né de l'expression des personnes elles-mêmes et de l'expression des besoins elles-mêmes. C'est vrai qu'on est sur une table ronde qui se pose la question de comment changer le récit sur le handicap. Exactement. Mais pour une même histoire, il y a plein de récits possibles. Et moi, ma conviction, c'est que peut-être le récit qui se rapprocherait le plus de ce à quoi on peut aspirer, c'est celui qui est raconté à plusieurs voix, plusieurs mains et qui est raconté par les personnes concernées. Et ça, en tout cas, moi, je l'ai ressenti dans le partenariat avec HandiSurf, qui avait cette idée aussi que il faut co-construire et raconter ensemble. Est-ce que vous diriez que, d'une certaine manière, donc, s'adapter aux demandes des personnes qui sont en situation de handicap, c'est bien aussi pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Parce que inclusif, il y a toujours cette idée que c'est bien, on va laisser une petite place, mais en fait, ce qui peut être intéressant dans la démarche, c'est de se dire que si c'est adapté pour des personnes qui ont un handicap, alors les autres vont en bénéficier aussi, d'une certaine manière. Oui, complètement. En fait, tout à l'heure, j'écoutais Monsieur Mérieux, et ça m'évoquait un peu ça, cette idée de droit à la différence, droit à la ressemblance, cette idée d'être reconnu pour notre différence, mais aussi de pouvoir se reconnaître dans les autres. Et en fait, je crois, là, on parlait de l'école, mais finalement, on pourrait l'appliquer un peu partout, y compris nous, dans l'assurance et dans la manière dont on conçoit les choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a aussi cette réflexion et ce défi de comment on peut être le plus en amont possible de la chaîne pour pouvoir penser nos produits, nos services, etc., de manière adaptée à l'origine. Et c'est là où on voit en effet que ça bénéficie à tout le monde. Et il y a une petite histoire moi, que je trouve intéressante, c'est récemment on a traduit un certain nombre de pages sur massif.fr en langue des signes. C'est un petit avatar en 3D, vous appuyez sur le bouton, il apparaît et il vous traduit en langue des signes le contenu de la page.
Et en fait, quand on a commencé ce projet-là, on a commencé par la page constat amiable. Donc la page, on vous explique, voilà, constat amiable, c'est quoi, comment on remplit, etc. Et la première chose que nous ont dit nos sociétaires sourds, salariés sourds, c'est OK, on va traduire en langue des signes, mais il va falloir simplifier la page, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourquoi il faut simplifier? Parce qu'on ne peut pas transférer le français à la langue des signes aussi facilement. Et puis, nous, on était quand même un peu jargonnant, quand même. Sur le constat amiable dans le genre jargon, c'est pas mal. Ouais. Et donc, on a réécrit la page pour qu'on puisse la traduire en langue des signes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a à la fin? Et c'est pour ça que cette évocation droit à la différence, droit à la ressemblance, elle m'a parlé à ce moment-là. C'est qu'on a une page qui est en effet adaptée pour être traduite en langue des signes, et puis intégrer cette idée qu'il faut aussi s'adapter. Mais on a aussi une page qui est juste plus simple pour tout le monde, en fait. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, c'est intéressant parce que faire ce pas de côté, ça nous a obligés, nous, à réfléchir un peu notre vocable sur cette page. Enfin, je cite cet exemple, mais ça pourrait être sur d'autres. Et finalement, à faire quelque chose de plus simple pour tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Bien, au contraire, allez-y, bien sûr. Oui, je vais rebondir sur ce que Laure vient de dire, parce que j'avais complètement zappé, parce que la question était quand même très dirigée. Et oui, effectivement, on s'est rejoint aussi sur la Maison des aidants, puisqu'on accueille plus de 300 familles. Les aidants, ce sont des familles qui... Les familles qui ont des personnes en situation de handicap et qui font partie de l'association sur le sud des Landes des Pays Basques, parce que moi non plus, je n'arrive pas de Nantes. Et donc, du coup, on accueille plus de 300 personnes. On va ouvrir très certainement une deuxième Maison des aidants sur le Nord-Bassin, sur Arcachon, et puis après, peut-être en Vendée. Et il y a ça, il y a ce projet-là. Il y a l'emploi des personnes en situation de handicap qu'on fait aussi avec le secteur du monde de la glisse et les écoles et les structures privées de la Fédération française de surf, où on travaille aussi sur un projet qui a été soutenu à l'époque par Impact 2024. Il y a des projets européens et la mise en place de formations partout en Europe sur des projets aidés par l'Europe. Voilà, c'est... Andy Surf, il n'y a pas que le sportif ou le surf. Il y a tout l'autre champ. Un écosystème autour. Est-ce que à l'avenir, on peut parler d'un ou deux chantiers peut-être de la Massif sur la question de handicap, des choses qui sont peut-être pas encore tout à fait réalisées, mais qui sont dans les cartons et qui sont en train d'être pensées ou qui sont en train de se faire? Oui, tout à fait. Alors là, je vous parlais par exemple de l'avatar de traduction en langue des signes de notre site internet. Là, on a ouvert quand même un gros chantier qui est sur la question du numérique et de l'accessibilité de nos sites. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peine 3% des sites qui font état de leur accessibilité. Les sites en France, général, sur les sites français, ce qui est énorme. Ouais, voilà, donc il reste beaucoup de travail. Et puis nous-mêmes aussi, on a du boulot. Aujourd'hui, notre site il est accessible autour de 65%. On va vers un objectif d'accessibilité à 80%. Ça veut dire 65% de quoi? 65% du site ou 65% des handicaps? C'est quoi? Ah non, le site... Non, le site est accessible, enfin 65% du site est accessible. Et nous, l'idée, c'est de dire maintenant tout ce qu'on va produire, tout ce qu'on va développer doit atteindre un niveau d'accessibilité à 80%. Et là, il y a plein de choses qui sont lancées et un gros travail qui est mené sur ce sujet-là. Ça, c'est un exemple d'un chantier, mais ça concerne à peu près tout le monde. Sur le numérique, il y a vraiment beaucoup de boulot. Après, il y a d'autres chantiers qu'on a lancés. Il y en a un qui me tient à cœur, mais je sais que vous avez prévu... une petite vidéo qui est sur l'accès à la culture, qui est aussi un gros projet. Et donc, on avait souhaité réaliser ce reportage. C'est comment on regarde un tableau quand on ne voit pas, comment on écoute un concert quand on n'entend pas. C'est ce que le petit reportage essaye d'exprimer. Ça, par exemple, c'est des chantiers aussi qu'on initie et qu'il faut qu'on continue à mener. Ça, on ne le fera pas tout seul, ce sera avec nos partenaires, comme Andy Surf, mais comme d'autres partenariats qu'on a, Culture Espace ou d'autres. Donc, pas mal de boulot encore. Il y a pas mal de boulot. Merci beaucoup, Laure Delair. Merci. Loumé-Chiche. Et on croise tous les doigts. Loumé-Chiche pour vous. Merci Jean-Marc Saint-Jour. Effectivement, vous l'avez annoncé, il y a maintenant un petit extrait d'un long documentaire produit par la Massif qui s'appelle Art Accessibilité
et qui permet, voilà, j'ai réussi à le dire, accessibilité, qui permet donc... Comment écouter de la musique lorsqu'on ne peut pas l'entendre ? Comment regarder un tableau lorsqu'on ne peut pas le voir ? Comment saisir une œuvre et capter son émotion lorsqu'elle ne nous est pas destinée ? Parce que l'accessibilité à l'art est une question d'une infinie complexité, faite de ressentis, de traductions, d'interprétations parfois erronées, nous avons réuni 6 personnes aveugles, sourdes ou malentendantes. Nous leur avons demandé de nous aider à mieux comprendre ce que doit être pour eux l'accessibilité à l'art et jusqu'où elle pouvait aller. Pendant plusieurs mois, nous avons cherché avec eux les initiatives les plus impactantes pour permettre à l'art d'être un vecteur de partage au-delà du handicap. Donc on peut retrouver la version intégrale, effectivement, avec le QR code qui est ici. On peut le trouver en cherchant un peu aussi sur la Massif. Si vous voulez regarder, c'est un documentaire qui fait une 20aine de minutes. On va passer à la deuxième table ronde. J'appelle sur le plateau Sylvie Bossé et Thomas Lefébure. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Ils sont là. Venez vous installer. Bonjour Thomas. Bonjour. Je vous croise, voilà, on ne s'était pas encore vu. Installez-vous. Bien. On s'est parlé au téléphone, absolument. Et vous aussi, bonjour Sylvie. Je vous salue aussi parce que je ne vous ai pas vu non plus. Vous avez un papier? Eh bien super, bon, je le regarderai. Merci beaucoup. Nous revoilà donc sur le plateau, continuer de parler du handicap avec donc 2 personnes qui sont sur le territoire, un point commun d'être sur le territoire de Loire-Atlantique, toutes les 2, et qui ont aussi un autre point commun, c'est qu'ils connaissent bien cette question, la question du handicap. Tout d'abord, merci à vous, Sylvie Bossé, d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'APEI Ouest 44. APEI, ça veut dire Association de parents d'enfants inadaptés. Donc, on dit plus ça maintenant ? En tout cas, c'est ça que ça veut dire, mais c'est ce qu'on trouve sur les sites internet. Oui, mais historiquement, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que le mot inadapté, c'est un mot qui, pour le coup, est devenu inadapté. Oui, mais c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 60 ans, nos enfants étaient rangés dans les personnes inadaptées. Ouais, c'est hyper intéressant, parce que ça en disait long, justement. Sur oui, avec le classement débile profond, enfin, etc. Ça, effectivement, on est quand même sorti de cette époque-là. C'est pas un mal. Et vous êtes par ailleurs mère d'un garçon autiste qui travaille en ESAT, qui vit et qui travaille en ESAT. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Thomas Lefébure. Bonsoir Thomas, bienvenue. Bonsoir. Vous avez 29 ans, vous êtes nantais. Vous êtes loin d'ici, vous habitez loin d'ici Non, j'habite vers Boulevard Schumann. Et c'est loin ou pas? Moi je connais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas à côté, donc ça veut dire probablement. Et vous travaillez donc en ESAT, vous êtes à l'ESAT de Saint-Herblain. Voilà. Ouais. Et je travaille aussi sur et on a fait à l'ESAT de Saint-Herblain. On a décidé de faire des élections CVS, CHSCT, CE. Et restauration. Et ça, la restauration, c'est autour de la restauration où on mange ou tout ça. CE, c'est conseil entreprise. C'est peut-être ça. C'est le comité d'entreprise. Comité entreprise, merci. Et CVS, c'est mon rôle. Vous êtes CVS. Et CVS, je suis délégué, président. J'ai été président du premier. Et on n'a pas encore on n'a pas décidé qui est délégué dans cette année-là. CVS, c'est en fait Conseil de la vie sociale. En fait, c'est c'est une réunion comité entreprise. C'est en fait les travailleurs qui sont titulaires ou suppléants. Les suppléants entre titulaires et suppléants, les titulaires, par exemple, moi et une autre personne, je ne sais plus, qui doit aller en réunion
par exemple, s'il y a un suppléant un titulaire qui a par exemple tordu la cheville, qui est malade, tout ça, le suppléant peut le remplacer à tout moment. Voilà. Très bien, merci Thomas. Merci de ce. Alors on va peut-être parler un peu plus tard de ce que vous faites. Pour l'instant, je voulais donner le micro à Sylvie, mais promis, je reviens vers vous. Il aime le micro, Thomas. Je vous dis que attention. Hein. Sylvie, on a parlé beaucoup ce soir de résilience, on a parlé d'inclusion, on a parlé. Vous, ça fait très longtemps que vous connaissez ces questions. J'aimerais justement avoir votre regard sur ces questions. Est-ce que depuis une quinzaine d'années que vous êtes concerné sur ces questions, on va dire que vous constatez qu'il y a un mieux dans le champ du handicap, la société, en termes d'acceptabilité, en termes d'inclusion, est-ce que si on tire un peu un bilan un peu objectif de ces 15 dernières années, 20 dernières années, est-ce que franchement ça va mieux ? Alors, franchement, il y a des secteurs où ça va mieux. Il y aura des questions à la fin, hein, je précise. Le public aura le droit de s'exprimer aussi. Je laisserai passer le micro à la fin. Vous pourrez témoigner si vous voulez compléter, ou etc. Voilà, donc il y a des secteurs, en effet, où ça va mieux. Mais il y a malheureusement beaucoup d'autres points où non, ça va même moins bien. Voilà. Alors, les secteurs où ça va mieux, commençons par les secteurs où ça va mieux, parce que ce sont des initiatives comme Monsieur, hein, c'est-à-dire dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'accueil dans la cité, dans certains endroits, mais ça reste des... et c'est super, mais ça reste encore des initiatives parsemées, clairsemées. Voilà. Bon, après... Il y a la loi de 2005 dont parlait Philippe Mérieux tout à l'heure, le fait qu'il y a aujourd'hui, on considère que c'est une question de compensation, c'est ça. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un gros progrès. Le texte de loi est un gros progrès. D'ailleurs, l'UNAPEI, le réseau auquel on est attaché, il s'est battu pour amener des amendements pour l'écriture de cette loi et tout. Donc oui, en effet, elle est très belle, quoi. Mais après, il faut que ça rentre en vigueur partout. Voilà. Et non seulement c'est pas en vigueur partout, mais il y a certaines situations qu'on connaît très très bien dans les associations où malheureusement là c'est plutôt en recul. Alors moi on a parlé de l'école beaucoup et c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'inclusion dans l'école. Moi j'estime qu'un enfant qui est accueilli dans une école une demi-journée par semaine et donc quand c'est une demi-journée, parce que quelquefois c'est 1 heure, c'est vraiment évidemment trop peu, ce qui fait que la maman se retrouve dans une situation compliquée, surtout si elle se retrouve seule en famille monoparentale, elle est obligée d'arrêter de travailler, donc j'estime que non, c'est pas une avancée. Hein. Mais par rapport à avant, il y avait des structures qui auraient pris en charge il y avait son enfance, si vous voulez, les associations créaient des places en IME, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, Institut médico-éducatif. Et donc, au fur et à mesure que l'on connaissait les besoins, les associations argumentaient pour avoir des places supplémentaires. C'était un processus qui était assez long, mais on arrivait à créer des places. Maintenant, quand on parle de places supplémentaires, on nous répond inclusion. Voilà. Alors attention, on a beaucoup évolué aussi au sein de nos associations. Quand on s'est créé, tout ce qui était justement établissement, c'était plutôt refermé sur eux-mêmes. C'est ce qui a pu être reproché à une époque. C'est-à-dire que comme... C'était un peu des circuits parallèles à côté des circuits traditionnels. Voilà. Et pourquoi parce que dans les années 50, au moment de la reconstruction et tout, c'est important de le savoir, les personnes en situation de handicap, et surtout le handicap mental, n'étaient pas connues. C'est-à-dire que les parents, quelquefois, même les cachaient chez elles. Il y avait parfois une famille dans une rue qui avait un enfant handicapé mental, les voisins ne le savaient pas. Parce qu'il y avait la honte, parce qu'il y avait un regard qui était, encore une fois, quand on parle d'enfants inadaptés, d'enfants débiles, il y a quand même toute une série d'images qui ressort. Et donc, quand les personnes se sont rassemblées pour créer ensemble, et ce qui a eu de remarquable, c'est que tout s'est construit dans les années 50-60,
puisque les anniversaires des associations tombent toujours dans les mêmes années. Donc c'est très... Voilà. Vous pouvez mutualiser les petites fêtes. Voilà, au sein de l'UNAPI, pendant toujours une dizaine d'années, tout le monde fête les 10 ans. Maintenant, c'est les 50 ans, les 60 ans. Voilà. Et donc, c'est ça qui est assez remarquable. Et l'UNAPI s'est créé très, très vite. D'ailleurs, le tout premier parent qui a commencé à ébaucher l'UNAPI, c'était en 1948. Vous voyez, c'est vraiment juste après la guerre. Et je pense que les gens avaient un grand espoir de progrès. Voilà, c'était la reconstruction. Et ils se sont dit, nous, on va construire quelque chose. Et les parents, ça a été en s'adressant à leur mère, c'était à trouver les moyens. C'était parce qu'on nous donnait un terrain, parce qu'on nous donnait des locaux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le premier foyer qui a eu lieu au sein de la PEI, c'était dans un appartement HLM. Bon, voilà, on bricolait. Ouais. Les métiers n'existaient pas. Donc quand même, là, il y a eu des avancées considérables, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était un peu en circuit parallèle. Mais c'était, voilà, et petit à petit, et c'est bien, on s'est ouvert aussi. Ouais. Et quand on parle de création de places en IME, c'est pas forcément pour que les enfants restent à l'IME. C'est aussi pour aller dans l'école ordinaire. Thomas, vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez ajouter. Hein. Allez-y, puisque vous êtes passé par un IM, Thomas. Je suis passé, je vais montrer. Oui. Je suis passé à l'IM pendant 3 ans. Et après, je suis passé dans une école spécialisée sourds et malentendants. Oui, parce que vous avez des problèmes de surdité, ce qu'on n'a pas dit. Voilà. Et à l'âge de 4 mois, j'ai eu une méningite autour de l'oreille. Et je suis allé à l'hôpital de Necker d'urgence pour savoir où est le problème de la surdité, comme dit, je ne sais plus... vice-championne. Lou. Championne. C'est le titre en majesté. Félicitations. Félicitations, Lou. Et les gens de l'hôpital, ils ont trouvé où c'est le problème. Si ils n'ont pas trouvé le problème, j'étais dans le comment on appelle ça ? Coma, non ? Dans le coma, voilà. C'est ça, les méningites, oui, c'est juste sérieux. Et je ne suis pas arrivé à où je suis en ce moment. Alors vous êtes où en ce moment? Vous nous avez dit ESAT de Saint-Herblain. Ouais. Je crois savoir que vous travaillez pour Airbus aussi. Ce qui est exactement. Quand même pas mal. Ce qui revient avec ce qu'on disait Jean-Marc tout à l'heure. Décidément, l'aviation est très présente ce soir. Parce que vous travaillez pour Airbus aussi, ouais. Thomas. Airbus, c'est un travail compliqué. C'est un travail précis, voilà. Merci, donc madame. Compliqué. C'est un travail où on travaille sur des pivots. Sur un genre de pivot, ça veut dire... imagine, il y a une pièce d'avion. Les pivots, c'est pour tenir les pièces d'avion. Et on reçoit une palette des pivots. Dans des palettes, on reçoit 6 pivots arrière et plus des anti-crash. Les anti-crash, c'est dur parce que mes collègues, ils le font. Mais ils ont tout des équipements à faire. Le masque, les gants. Donc ils fabriquent les masques, les gants, c'est ça? Non, ils doivent mettre les masques et les gants pour retirer les pivots. Non, qu'est-ce qu'ils font avec les pivots? Non. Pour les anciens pivots, ils arrivent sur des palettes. Nous, on vérifie, on ouvre la palette et avec une feuille et un crayon, on note le numéro sur le non, pas sur le banc. Bon, le spécialiste de l'aéronautique. Sur le pivot.
sur le pivot. Si c'est un droite ou un gauche. Après qu'on fait ça, on les scanne. Si on les scanne pas, on l'a oublié une étape. Perdu, oui, c'est ça. Et après, de la palette au poste, on a un petit gerbeur, gerbeur électrique. Mais pour savoir gérer le gerbeur, on a droit à une formation pour faire ça. Si on ne fait pas de formation, on ne peut pas le faire. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est qu'on voit que c'est une vraie entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du CHSCT, des CE, tout un tas de structures, vous représentez le personnel, etc. Ça, on l'a compris. Là, on voit que c'est vraiment il y a une forme il y a des processus à suivre qui sont des processus sérieux. Pour une entreprise sérieuse, Airbus, il vaut mieux que les choses soient un peu précises et un peu bien faites, sinon ça risque d'être un peu embêtant. Effectivement. Comment vous diriez, que la société, de votre regard à vous, la société, quel regard elle porte sur le handicap et sur les personnes qui ont un handicap, selon vous? Une bonne question. Je n'ai pas pensé à cette question-là. C'est compliqué. Quand quelqu'un a une otite, un problème d'audition et de concentration en plus, par exemple, quand quelqu'un est au boulot et un autre et qui voit pas que je suis au boulot et il vient toujours me voir, j'ai dit à un collègue, attends, je suis en train de faire quelque chose et je viens voir après. Il faut être capable de se concentrer sur la chose en question. Et si quelqu'un me parle à côté, je perds la concentration. Je suis pareil. Avec ma collègue Marie, elle n'arrête pas de me parler tout le temps. Insupportable, je ne peux pas me concentrer sur mes articles. On est pareil. La prochaine fois, tu mets un scotch sur la bouche. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil. Je te donne le tuyau. Oui, mais je vois, c'est bien. Est-ce que je peux reposer une question à Sylvie? Avec plaisir. Je vous reparle après. Sylvie, vous avez dit, vous avez constaté, malheureusement, ce n'est pas des constats très agréables, mais il peut y avoir des régressions, des reculs, des choses comme ça. Comment on l'explique qu'en 2023, quand même à une époque où le handicap est devenu un sujet de société très répandu, où on essaye, tout le monde passe son temps à dire qu'il faut déstigmatiser, qu'il est important d'inclure, etc. Comment c'est possible que vous soyez encore en butte à des difficultés qui sont supérieures par rapport à celles que vous aviez avant? C'est-à-dire qu'on nous demande des choses qui ne sont pas forcément... Enfin, c'est pas forcément à nous de les faire. Je veux dire, on nous parle par exemple d'inclusion quand on nous dit, non, on va plus nous créer plus de place. C'est l'inclusion. Oui, mais pour qu'il y ait inclusion, il faut qu'il y ait accueil. Est-ce que vous diriez que l'inclusion c'est devenu une espèce d'alibi un peu budgétaire? Exactement. C'est un alibi. Et là où on va quand même vers enfin, j'espère que ce ne sera pas une catastrophe, mais enfin, on y va quand même fort, c'est que du coup, il y a des personnes qui pourraient ne plus être accompagnées sous prétexte qu'il faudrait aller vers l'inclusion. Parce que là, j'ai parlé de l'école, mais on peut parler aussi de l'avancée en âge. C'est quand même incroyable que nos gouvernants ne se soient pas rendus compte que c'est la première génération de personnes en situation de handicap, je parle notamment des trisomiques, des personnes avec autisme, etc., qui vivent aussi vieux. C'est-à-dire que, pareil, dans les années 50-60, l'espérance de vie était de 14-15 ans pour un trisomique. Maintenant, c'est 60 ans, voire plus. Donc, ces personnes-là vieillissent. Donc, forcément, s'ils sont dans des établissements, on ne va pas les mettre dehors sous prétexte qu'ils ne correspondent plus au cadre, etc. Il y a des problèmes qui se surajoutent parce que, par exemple, une personne trisomique, 80% des personnes trisomiques, après 40 ans, peuvent présenter des signes de sénilité précoce. Donc voilà, et on nous dit il faut créer des places. Nous, on voudrait d'autres places de ce qu'on appelle un foyer d'accueil médicalisé, parce que je vois à l'APEI, nous avons 8 places, nous avons 70 personnes sur les listes d'attente. Ah oui, effectivement. À l'ADAPEI, c'est beaucoup plus important.
Adapay est à Nantes, l'API est à Saint-Nazaire. On est collègues. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, et on nous répond, non, on ne crée plus de places. Il n'est pas question de créer des places. C'est ça. Donc, il y a certainement, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on nous parle d'inclusion, mais la société n'est pas prête. Et en plus, je pense que il y a un faux calcul aussi, parce que nous, dès qu'on a parlé inclusion, on était tout à fait d'accord, mais nous, on est pour à fond. Mais on a dit, attention, une personne, par exemple, qui serait en logement inclusif, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Si elle a besoin d'être accompagnée pour ses courses, elle a besoin d'être accompagnée pour ses repas, etc. Donc, ça veut dire un accompagnement personnalisé. Donc, ça peut coûter plus cher, voire beaucoup plus cher qu'en institution. Ce qui ne paraît pas stupéfiant quand on vous... non, a priori, c'est parce que tout dépend bien sûr du niveau d'autonomie de la personne. Oui. Et nous, je pense que dans l'esprit de certaines personnes, ça voulait dire non, on va fermer les établissements, ils vont aller dans la vie de tous les jours, bien sûr, ça va se faire tout seul, et ça va nous coûter beaucoup moins cher. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être le moment de faire passer le micro dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour Thomas ou pour Sylvie? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce qui est dit là? Monsieur, il y a un micro qui va circuler. Tiens. Bonsoir, alors je vais me présenter, je m'appelle Jérémy, je fais partie de l'association Pick-up Production, qui est une association culturelle à Nantes. Alors j'ai pas mal de réactions, parce qu'en fait on est dans un ancien IME, l'IME de Chanzy actuellement. Je vais m'asseoir. Et en fait, c'est un IME effectivement qui est très connu à Nantes et qui a fermé pour des raisons d'inclusion. Donc maintenant, le public part dans un collège à Blanche de Castille, en l'occurrence. Et du coup, nous, on a récupéré les locaux pour faire des ateliers de pratique. Donc en fait, dans chaque classe, on a des artistes. Et pas plus tard que tout à l'heure, je faisais un atelier de graffiti avec des personnes non et malvoyantes, avec un intervenant qui racontait qu'il était dyslexique et que ça avait été compliqué dans son parcours. Donc voilà, ça rejoint plein de choses qu'on s'est dit. Et effectivement, sur la question de l'inclusion, il y a plein de personnes qui me disent tout le monde est pour, mais c'est pas forcément prêt, c'est des choses qui prennent du temps. Mais en tout cas, sur la partie culturelle, nous, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. C'est notre spécificité, elle est là, c'est de permettre à des gens d'assister à des concerts, à des événements. On parlait dans le film, moi ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment le cœur de mon travail. Je fais des audiodescriptions de concerts pour des personnes non-voyantes et j'explique aux lieux culturels qu'effectivement, si ce dispositif n'est pas mis en place, on a beau dire que la musique est accessible aux personnes non et malvoyantes, s'il n'y a pas des gens qui peuvent guider, des gens qui peuvent vous donner l'information, ce public-là ne veut pas se projeter sur ces événements culturels. Voilà. Et je voulais faire... Bon, voilà, je vous partage plein de choses. Désolé, c'est un peu dans le désordre. Aussi, une chose, c'est que sur ce dispositif d'audiodescription, notamment aussi les gilets vibrants, c'est des choses que nous, on a mis en place sur des concerts pour les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Moi, mon point de vue, c'est qu'il y a plein de technologies qui se développent. Et moi, je suis pour. Je pense que c'est très bien. Je pense que mon point de vue à moi, c'est de le coupler aussi à de l'humain. Sur les concerts, l'audiodescription, j'utilise un système HF, etc. Voilà, c'est très bien. Mais ce qui marque le public et ce qui fait qu'ils reviennent, ce qui fait qu'ils me font confiance, c'est qu'il y a quelqu'un en face d'eux, quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, quelqu'un qui peut les guider durant la soirée, quelqu'un qui peuvent appeler. Voilà, c'est tout bête, mais je pense que le design, il y a plein de trucs top, il y a plein de trucs super, mais tout seul, d'ailleurs, moi je le vois sur les concerts, plein de salles ont investi dans des gilets vibrants, parce que c'était la nouvelle technologie, il y a eu une sorte de petite mode et de petite hype. C'est très bien, il y a des personnes sourdes qui adorent, il y a des personnes qui ne supportent pas, mais j'ai rarement vu sur un concert quelqu'un qui venait uniquement parce qu'il y avait un gilet vibrant. C'est peut-être arrivé, mais c'est très très rare. Je l'ai fait sur mes propres événements, j'ai pu le constater. Ce qui est important, que ce soit public sourd, public en situation de handicap visuel, c'est qu'ils vont avoir en face d'eux. Une personne sourde, ce qu'elle apprécie, c'est d'avoir quelqu'un qui maîtrise la langue des signes en face d'elle pour l'accueillir sur un concert. Sur une personne non-voyante, c'est quelqu'un qui maîtrise le guidage. Donc voilà, juste une petite réaction comme ça. Je pense que c'est la combinaison technologie. Il y a plein de choses qui sortent, les applis, tout ça, c'est top. J'en parlais d'ailleurs pas plus tard que ce matin avec une personne non-voyante qui me dit « Attention, les applis, c'est super, mais il y a plein de gens qui ne sont pas appareillés, qui ne savent pas s'en servir. » Donc,
voilà, je pense que c'est la clé, c'est dans la diversité des outils, la combinaison des choses. Et je pense que la dimension humaine, elle est hyper importante. Et pour finir, dans l'IME, effectivement, j'ai accueilli récemment des enfants qui étaient dans l'IME, qui sont revenus et qui étaient hyper touchés de voir ce lieu dans lequel ils avaient grandi et de le revoir et de voir comment il avait évolué aussi. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu partagé sur cette question. Est-ce que il faut tout inclusion? Est-ce qu'il ne faut pas aussi des espaces où on peut avoir le temps de se développer, etc. Parce que ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Je pense que la question budgétaire, je pense qu'elle est centrale. Il faut dire les choses aussi. On a l'impression que ça va coûter moins cher. À mon avis, c'est une erreur. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais voilà. Et tout à l'heure, on a fait, rendez-vous compte, un atelier graffiti avec des non-voyants. C'est quand même, quand je le dis, c'est quand même un délire. Ouais. Et justement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est un public. Enfin, moi, j'en ai eu très peu qui m'ont dit ah mais non, mais ça, je peux pas le faire. Au contraire, c'est des gens qui ont envie de sortir, qui ont besoin de se mélanger. La dimension sociabilité, rentrer en contact avec d'autres gens, elle est primordiale. Et ils sont capables de. Enfin, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Donc en fait, j'ai assez peu rencontré de freins chez eux. C'est des gens qui sont prêts à faire plein de choses. Je leur ai dit si je fais le Hellfest l'année prochaine, est-ce que vous venez avec moi? Et ils m'ont dit direct ok, on te suit quoi. Pas tous bien sûr, mais il y en a quand même certains qui étaient super chauds. Voilà, bon, c'est juste pour partager plein de choses, un peu focus culture, mais. Donc nous, c'est l'association Pick Up Production. On organise le festival Hip Hop Session et on gérait le site de transfert à Rosé. Et c'est vrai que sur Hip Hop Session, j'ai eu l'occasion de tester plein de choses sur l'accessibilité culturelle, gilets vibrants, audio description, etc. C'est pour ça que cette dimension humaine, enfin moi j'y suis très attaché, j'insiste lourdement, mais je pense que c'est la clé. Voilà. Merci. Bah, c'est le genre d'initiatives que je disais qui sont formidables, quoi, qui font bouger les choses. Bonjour, Myriam Naël. Donc moi, je suis une militante engagée de l'éducation nouvelle. J'ai grandi avec les écrits de Monsieur Mérieux et un parcours professionnel m'a amené à travailler sur et à porter la question de l'éducation partagée. J'ai été adjointe au maire en charge de l'éducation sur la ville de Nantes. Et comment est-ce qu'on fait société tous ensemble pour faire grandir l'enfant et qu'il devienne un adulte citoyen, quel que soit l'enfant. Et je suis aussi maman d'une jeune fille extraordinaire, 3 enfants extraordinaires, dont une méga extraordinaire qui a 21 ans, que j'appelle ma Sansu aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je vais prendre la parole. Madame, vous avez raison, la situation. En tant que parent aujourd'hui, on est confronté à la question de l'inclusion, de la bonne conscience collective de l'inclusion. Monsieur, vous faisiez référence à Chanzy, puisque j'ai traité ce dossier quand j'étais élue. On est dans l'inclusion parce que ce sont des unités d'enseignement externalisées qu'on amène dans les écoles. Et donc on fait cohabiter le monde de l'éducation nationale et le monde du médico-social pour permettre à chaque enfant, quelle que soit sa particularité, d'avoir les aides dont il a besoin pour grandir. Et j'ai presque envie de dire que si on faisait ça pour tous les enfants, alors on serait vraiment dans une école inclusive. Mais aujourd'hui, la situation, c'est quoi? Sur la Loire-Atlantique, c'est pas 1 ou 2 personnes qui sont en souffrance et en attente. On a été obligé de monter un collectif avec des parents. On est un certain nombre de familles en fait, soit on s'écroule à la maison, même en travaillant, même en ayant l'habitude depuis toujours de travailler et de s'engager. Même moi, je fais partie de ces gens-là aujourd'hui où je me dis, mais je ne peux plus travailler. Et je ressors les notes parce que je ne me rappelle plus des chiffres exacts, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. On a interpellé un certain nombre de grands dirigeants de notre pays. On est à 900 enfants aujourd'hui sur la Loire-Atlantique qui attendent une place en IME. Il y en a 400 qui sont dans les établissements scolaires sans réel accompagnement. 1 heure de demi-journée, des enseignants qui sont en difficulté parce qu'il n'y a pas les accompagnements pour ces enfants.
des familles qui se retrouvent à être obligées d'arrêter de travailler parce que comment on fait quand son enfant va juste une demi-journée dans la semaine à l'école. On est 2100 familles en souffrance parce que, madame, vous l'avez dit, les foyers de vie adultes, les ESAT, les MAS, etc. sont pleins à craquer. Moi, ma fille a 21 ans, elle est creton. Voilà, c'est beau, c'est les cretons. Donc, ils sont autorisés par la loi, grâce à l'amendement Creton, dans la loi de 2002, à rester dans un IME où la mienne, elle est dans une UPAVS, unité personnalisée d'accueil à la vie sociale, expérimentation dans le département de Loire-Atlantique et de l'inclusion, parce que les assos gestionnaires, même si on tape dessus, elles ont le mauvais œil, vous l'avez dit, les enfants inadaptés, les institutions, les reclus de la société. Aujourd'hui, nous, parents, si on n'avait pas les assos gestionnaires, ben, c'est pas dur, on n'est pas capable de vivre. On crève, en fait. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai entendu le ministre tout à l'heure, on pâtit de l'inclusion. Et c'est difficile d'en parler parce que quand on n'est pas concerné par le handicap, ben, évidemment qu'on a envie que tout le monde, on vit ensemble. Et c'est pas propre de dire ben non, mais attends, il faut des trucs spécialisés, les parents. Moi, je dis clairement, ma fille, je l'adore, mais j'en veux pas chez moi. Elle a 21 ans, elle était prise en charge du lundi au vendredi depuis l'âge de 14 ans, dans 2 structures différentes. Elle a eu son groupe d'amis, elle a évolué, elle a appris à marcher, elle ne parle pas, elle a appris à se laver. À 18 ans, elle commençait un petit peu à avoir des codes où elle va peut-être réussir à être un tout petit peu autonome. Et boum, des prises en charge s'arrêtent parce que les parcours, c'est inclusion à l'école, diminution de moyens. Je ne parle pas de questions de problèmes de gestion de personnel parce qu'honnêtement, les professionnels du médico-social ne sont pas reconnus dans ce pays et les différents rapports qui sont sortis au niveau national nous le montrent. Mais la réalité, c'est que si on ne prend pas le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas 900 enfants qui sont concernés, c'est des familles derrière. Des familles qui s'écroulent, des familles qui ne sont pas capables de bien gérer les autres enfants, parce que les autres enfants, ils ont le droit aussi à avoir des parents qui s'occupent d'eux. Et donc aujourd'hui, je suis venue là parce que d'abord, le sujet m'intéresse, le sujet de la prospective, comment on vit ensemble demain, comment on construit ensemble. Il est extrêmement important. Et oui, il faut sortir. L'État français a été condamné sur la question du handicap. On ne respecte pas le droit ni européen ni le droit national. Et l'ONU a condamné la France. Donc comment on évolue ensemble et comment on ne reste pas juste borné, excusez-moi le sujet, sur tout le monde à l'école, sur les bancs de l'école ordinaire. Si l'école ordinaire savait, entre guillemets, accompagner toutes les particularités de tous les enfants de France, ça se saurait. Donc déjà, on n'arrive pas à faire que les enfants des quartiers populaires accèdent à une orientation choisie. Et maintenant, on va rajouter des enfants. La mienne, je vais être très honnête, hein, j'ai aucun problème à dire qu'en 2005, on m'a fait faire une adaptation à l'école. Elle avait 5 ans, en petite section de maternelle, elle roulait par terre. C'est moi-même qui ai dit jamais. Ma fille n'est pas une bête de foire. Je ne veux pas mettre l'enseignante en difficulté, je ne veux pas voir des enfants qui ne savent pas comment faire, et je ne veux pas qu'elles soient en souffrance parce qu'ils savent, elles savaient, elles comprenaient, elles voyaient des choses. Donc il faut trouver des solutions ensemble, il faut surtout des moyens, et pour concevoir l'avenir dans des choses intelligentes, il ne faut pas abandonner les moyens d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a besoin urgemment, et on l'a dit à plusieurs reprises acquis de droit, effectivement la Conférence nationale du handicap a annoncé des choses, 50 000 solutions nouvelles sur l'ensemble de la France. Si on calcule pour la Loire-Atlantique, puisqu'on serait devenu prioritaire, c'est 20 places en IME. 20 places en IME dans les 3 prochaines années. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Donc il y a vraiment de handicap et résilience et construisons l'avenir pour que chacun trouve sa place. Et je vous parlais bien du handicap mental et déficience intellectuelle complexe et sévère. Tout ce qui doit être adapté dans une école, des rampes, des machins, des appareils dans les oreilles, tout ça, faut le faire. Tout ça, faut le faire. C'est une question de moyens financiers et de volonté. Après, sur le handicap mental et déficience intellectuelle et sévère, il faut accepter de dire que oui, c'est difficile. Tout le monde ne peut pas vivre au même endroit. On est un collectif de parents, je vais vous dire. On a un WhatsApp, on est une dizaine à tenir le collectif. Et hier, c'était comment on fait? On y va, allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille témoigner. Eh bien, moi, j'ai réussi à trouver la nounou au dernier moment, mais les autres sont bloqués à la maison.
Parce que c'est aussi ça, la réalité, c'est la difficulté de s'organiser, de se mobiliser pour se rendre visible. On aurait pu venir avec nos enfants. Des fois, on se dit, il faut qu'on vienne avec nos enfants. Voilà, c'était un témoignage un peu colérique, mais c'est tellement difficile la situation que voilà. C'est tellement normal. Thomas me montre le micro. Est-ce qu'on a encore le temps d'une réaction ou on va passer à Corentin alors, parce qu'on a des obligations d'horaire. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci Sylvie. Vous voulez ajouter un mot peut-être ? Je voulais juste donner un exemple d'une école inclusive qui enfin, moi je pense que là, on va vers le bon chemin de l'inclusion. On a pu le mener pendant quelques années au sein de la PEI. Il s'est avéré que pour des raisons, disons de locaux très mal adaptés, on a dû déménager notre IME. On est allé sur Guérande, un village qui s'appelle La Madeleine de Guérande, et on a occupé pendant plusieurs mois une école qui venait d'être laissée, les enfants y étaient partis puisqu'ils avaient le droit à une nouvelle école toute neuve juste à côté. Et donc, on a pu occuper ces locaux pendant quelques mois, pendant qu'on faisait les travaux d'adaptation à l'IME. Et là où je veux en venir, c'est que dans ce village, il y avait beaucoup de peur de nous accueillir. Alors déjà, finalement, les habitants se sont rendus compte que les enfants de l'IME n'étaient pas plus dangereux que ça. Et au contraire, ils ont eu un regard bienveillant, et surtout l'école qui était là. Et du coup, avec 3-4 enfants, pendant plusieurs années, 3-4 enfants ont pu être accueillis. Et même quand on a quitté la Madeleine, ces enfants ont continué d'aller à l'école, dans l'école, donc toute neuve, avec nos éducateurs. Et les enfants allaient, par exemple, si un enfant pouvait aller en CP parce qu'il était particulièrement sensible à la lecture, pour la lecture, il allait dans vous voyez, ils allaient selon leurs compétences. Adapté, et donc, là, moi je dis ça, ok, là on va vers l'inclusion. Merci pour cet exemple, Sylvie. Merci beaucoup. Vous voulez dire un mot rapide? Ouais. Je retombe sur la dame. Le témoignage de la dame. Le témoignage de la dame. Moi, je suis dans ce cas, je porte des appareils parce que à 4 ans, j'ai eu une méningite dans l'oreille. J'étais à l'hôpital pendant 72 heures, 10 jours de... je lis dans le texte. Indispensable. Est-ce que c'est important, le pourquoi? 10 jours de réa. 10 jours de réanimation. Réanimation. Oui, ouais. D'accord. Et 2 mois à l'hôpital pour trouver quelle est la maladie que j'avais. S'ils n'ont pas trouvé, j'étais plus parmi nous, parmi vous. Et j'avais cette maladie m'a donné 4 problèmes. Le problème numéro 1, c'est hydrocéphalie. C'est un problème, ça donne des problèmes de concentration. Ça, la concentration, c'est pas mon domaine. À Airbus, à l'ESAT, c'est pas mon domaine. Moi, je trouve une méthode pour trouver la concentration. Mais il y a une prof, un professeur qui est sympa comme tout et qui m'a donné une logique, c'est d'écouter ma musique dans les appareils et de concentration. Ça, c'est la première base. La deuxième problème, c'est hémilégie. C'est un côté droit qui est engourdi parce que l'oreille gauche a eu des problèmes. C'est pour ça que le côté droit est un peu plat. Et
la surdité, c'est ça que je retombe dessus parce que à l'âge de 4 mois ou je sais plus, j'avais des appareils. C'est pour ça que grâce à les appareils, je trouvais où est le maladie que je suis en ce moment. Et voilà. Et bon, un problème de langage, c'est mon caractère, c'est pour ça. Voilà. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci. De rien. Je laisse donc la parole à Corentin Lemaître qui va vous parler d'un produit magnifique qui a été conçu dans cette école même. Vous allez voir, c'est une chaise, mais c'est pas n'importe quelle chaise. Merci beaucoup, merci Sylvie. Ah oui, absolument. Donc bonjour à tous, donc Corentin Lemaître et je suis responsable de la partie du coup ingénierie du fauteuil que vous voyez là à l'écran. Et c'est Alexia Audrin, la designer, qui a elle créé le fauteuil et donc qui était en études, pas dans cette école au niveau locaux, mais dans cette école au niveau institution, à l'école de design, donc avant que ça soit sur l'île de Nantes. Et du coup, c'est un fauteuil qui est réalisé pour répondre aux besoins des personnes autistes. Et le but, donc je reprends les témoignages, le but c'est pas de remplacer de l'humain, c'est juste de rendre l'environnement un peu plus adapté et en aucun cas ça compense des prises en charge qui doivent être faites et qui doivent des adaptations ou faire que ça... Bref, je rejoins le côté non techniciste, même si je fais la partie technique du fauteuil. Bref. Donc l'autisme, on en a parlé, il y a des personnes qui l'ont évoqué. Donc c'est un handicap qui est invisible, qui touche plus de 700 000 personnes en France. Et les deux grands critères de diagnostic, ça va être les difficultés d'interaction sociale, donc par rapport notamment aux émotions, au contexte, des choses qui vont être non dites, qui ne vont pas être formalisées, ou même des personnes qui ne vont pas du tout pouvoir parler au niveau langage, pas développer le langage. Et la deuxième difficulté, ça va être la difficulté de traitement des informations sensorielles. On en entend moins parler, mais les personnes autistes, du coup, ont des particularités sensorielles, c'est-à-dire qu'elles vont sentir trop ou trop peu les informations sensorielles et elles vont mal les filtrer. Donc, c'est-à-dire que nous, en continu, on est baigné, on reçoit nos capteurs sensoriels, notre peau, le toucher, l'audition, l'odorat, la vue. On reçoit des informations en continu qu'on filtre pour réussir, là par exemple, au niveau de l'audition, à se concentrer sur ma voix si on est en conférence, avoir une préférence sur la voix humaine et à filtrer et à pouvoir après traiter l'information pour comprendre ce que moi je suis en train de vous dire, à le mettre dans le conceptualiser, quoi. Les personnes autistes, du coup, comme elles ont ces difficultés de traitement d'informations sensorielles, ça va faire parfois des surcharges sensorielles. Et on peut penser à des moments qu'on a peut-être eu dans notre vie où on est stressé, comme moi actuellement, et où une personne va faire un bruit avec un stylo, par exemple, lors d'un examen. Juste ce bruit-là va remplir toute notre tête. On ne va pas pouvoir penser à autre chose que juste le bruit. On va être incapable, on va perdre toutes ses capacités. Pour les personnes autistes, les difficultés d'intégration sensorielle, ça va être des surcharges sensorielles pour certaines lumières, par exemple ce type de lumière, ou juste la petite lumière verte. Et donc, pour ça, l'environnement est vraiment clé, parce que toute la base de notre développement au niveau cérébral, c'est quelque chose qu'on a découvert avec le CHRU de Tours, du coup, qui nous accompagne sur la partie médicale. Tout notre développement, depuis qu'on est bébé, il passe par le sensoriel au tout début. Et du coup, si on ne construit pas les briques d'abord de découverte de notre corps, de notre motricité, puis après de développement du coup, d'échange de regards, du langage, on ne va pas pouvoir aller après vers des apprentissages qui sont abstraits, des apprentissages scolaires, des intégrations dans la vie quotidienne, des choses qui sont basées du coup sur en premier une partie sensorielle.
le but, nous, du fauteuil, c'est de répondre, d'offrir une solution qui permet de créer des pressions profondes. Donc, c'est depuis les années 70-80, c'est pratiqué pour réussir à ressentir les limites de son corps, à se rassembler, à reprendre son schéma corporel pour les personnes autistes. Et il y a notamment une machine qui a été créée dans les années 80 par Dr. Temple Grandin, qui est une autiste américaine qui a créé cette machine pour répondre à ses propres besoins et qui a fait une étude autour de cette machine sur les effets, les bienfaits. Le frein qu'il y a avec cette machine, c'est qu'on est obligé de se mettre à 4 pattes dedans. On a du coup un compresseur qui est bruyant à côté. On doit activer une manette. C'est pas très... ça pousse pas tout le monde à l'utiliser. C'est stigmatisant. Donc la pratique la plus utilisée dans les IME, les institutions, ça va être le serrage du coup par des éducateurs ou pour réaliser des pressions fortes, on a du coup des témoignages d'IME qui le professionnel vient s'allonger sur l'enfant ou la personne pour réussir à avoir vraiment une pression très forte et parfois même marcher, mettre son poids sur la main d'une personne avec une interface souple entre les deux, parce que cette personne a vraiment au niveau sensoriel, au niveau des mains, a besoin de ressentir ce type de pression. Et donc c'est des témoignages aussi de solutions maison qui sont développées, des gens qui utilisent des pinces de ce type, donc qui serrent très fort sur les bras avant d'aller dans des situations stressantes, de prendre les transports en commun par exemple, ou des choses comme ça. Donc on a travaillé sur ce sujet-là parce que c'est dans le cadre d'un projet de fin d'études, donc auprès de l'école en tant qu'étudiante à l'école de design, Alexia cherchait à créer du mobilier qui soit innovant. Et une de ses meilleures amies travaille dans un institut médico-éducatif et elle lui parlait donc du manque de solutions, de la difficulté de son quotidien. Et du coup, elle a choisi d'intégrer l'IME le plus possible de temps pour réussir à voir ce qui pouvait être fait. Et donc très vite, ce besoin-là est ressorti. La machine qu'on a vue précédemment est ressortie comme un exemple. Et le but, ça a été de construire une solution à ça, donc en faisant toujours... intégrant les personnes du coup, qui sont accueillies dans l'IME, les parents et les éducateurs, en faisant des tests avec des premières maquettes vraiment très basiques pour toujours faire du design collaboratif. Et vraiment pour vérifier à chaque fois et pas partir dans une décision, une direction, faire pour, mais sans intégrer les personnes, ça n'avait pas de sens. Donc on est arrivé à un premier fauteuil qu'on a choisi de challenger au niveau du bénéfice médical et de vraiment l'évaluer parce que donc moi je suis ingénieur, elle est designer, mais on n'est pas spécialiste et on parlait de l'intégration, ça paraît être une bonne idée de loin. Au final, il y a quand même pas mal d'angles morts qui font que c'est pas une si bonne idée et pas forcément adapté pour tout. Et donc c'est pour ça qu'on est en partenariat avec l'hôpital, le CHRU de Tours. Donc depuis 2 ans, ils ont accueilli le fauteuil. Les 6 premiers mois, ça nous a permis de travailler sur l'ergonomie. Toutes les séances étaient filmées, comme ça on voyait, on a pu changer la télécommande, on voyait directement les enfants qui utilisaient la télécommande d'une manière qu'on n'aurait pas anticipée, parce qu'on a fait des évolutions grâce à ça. Et eux, ils ont obtenu du coup des financements pour continuer l'étude, faire une étude clinique, vraiment valoriser les effets du fauteuil, les mesurer et réussir à comprendre dans le développement qu'est-ce que ça pouvait impacter. Et on est arrivé à une version du coup plus industrielle, mais du coup 4 ans après le tout début du projet. Donc si on nous avait dit vous commencez un projet, là ça y est, c'est le projet de fin d'études est présenté, le jury, tout se passe bien, on a le diplôme. Dans 4 ans, vous n'en aurez pas encore vendu un, je pense qu'on n'y serait pas allé. Maintenant, ce qui nous a permis de continuer et ce qui nous a renforcé, c'est vraiment le témoignage et l'intérêt qu'on a eu de la part de parents ou de la part d'institutions qui disaient là, c'est vraiment c'est ça qui nous renforce, quoi. C'est qu'on sait qu'on est utile. On aimerait bien que d'autres personnes puissent le développer à notre place et que ce soit fait mieux, mais bon, a priori, pour l'instant, personne d'autre veut prendre notre place, donc on continue et on veut aller au bout de cette idée. Et du coup, là, les prochaines étapes, donc ça va être en septembre, normalement, de livrer 20 établissements. Et là, il y en a déjà 3 qui sont
à la maison de l'autisme à Paris, du coup. Et après, d'essayer de développer le projet. On est apparu, du coup, ça a été mentionné dans une série Netflix en août dernier. Et du coup, suite à cela, on a reçu plein de demandes. Donc, on souhaite pouvoir essayer d'y répondre, donc se développer à l'international. Et puis, pourquoi pas faire des expérimentations, des adaptations du fauteuil, pour voir si c'est utile pour notamment des maladies neurodégénératives. Ils utilisent beaucoup des approches sensorielles avec les Salz-Noseelen. Donc il peut y avoir un lien. Et donc voilà la petite présentation du fauteuil. Moi je serais ravi d'échanger avec vous autour de ce projet. Il n'est pas là le fauteuil aujourd'hui malheureusement. Puis Alexia est actuellement à présenter le projet pour du coup le Handitech Trophy, qui est une forme de soutien de concours qui nous permet de continuer à développer le fauteuil. Merci, merci beaucoup. Je voulais vous inviter à partager un petit verre et peut-être à poursuivre la conversation. Je crois, Christian, ça se passe dans l'Agora, c'est ça, de l'école. Vous connaissez peut-être, vous êtes arrivé par là peut-être. On vous retrouve avec plaisir là pour une petite heure. Merci.